Elle s'effondra à 1 mètre de sa porte, les doigts gelés, toujours agrippés au manteau de sa fille. Son fils se tenait debout près d'elle, tel un petit soldat, les poings levés contre le vent qui avait failli les tuer. Caleb Thornton n'avait parlé à personne depuis 11 mois. Il n'en avait pas envie. Mais lorsqu'il vit cette femme tomber, vit ses enfants pleurer dans la neige, quelque chose qui était mort en lui depuis longtemps se réveilla. Maman ne se réveillait pas, murmura le garçon. Caleb s'agenouilla et posa sa main sur sa joue glacée. Elle respirait encore à peine. Rentrez à l'intérieur, dit-il, tous les deux. Abonnez-vous et suivez cette histoire jusqu'à la fin. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Je veux voir jusqu'où cette histoire s'est répandue. Le pouls de la femme était faible, trop faible. Caleb la souleva de la neige, son corps ne pesant presque rien contre sa poitrine. Les enfants suivirent le garçon en silence, la fille sanglotant dans l'épaule de son frère. « Elle est morte ?» demanda le garçon. « Pas encore. » Caleb ouvrit la porte d'un coup de pied. « Les poêles chauffent, approchez-vous. » L'intérieur de la cabane sentait la fumée de bois et la solitude. Il y avait de la poussière partout. Aucune femme n'y avait mis les pieds depuis 8 ans. Il la déposa sur le lit dans ce coin, le seul lit, et posa sa main sur son front. Elle était froide comme une pierre de rivière. « Des couvertures, se dit-il. Plus de couvertures. » Le garçon le regardait d'un air méfiant. « Qui êtes-vous? » « Je m'appelle Caleb Thornton. C'est ma propriété. » Il sortit des couvertures du coffre et les empila sur son corps inerte. « Qui êtes-vous? »« Will Calloway. C'est ma sœur Emma. C'est notre maman. Elle a un nom. Margaret Maggie. » La voix du garçon se brisa. Elle marche depuis 3 semaines. Elle n'a pas arrêté, même quand elle est tombée malade. Caleb regarda la femme, Maggie. Ses lèvres étaient bleues, sa respiration superficielle. Il avait vu des hommes mourir dans des tempêtes de neige en meilleure santé qu'elle. À 3 semaines de marche du Missouri, le cheval était mort près de Cheyenne. Elle avait vendu la selle pour acheter du pain. Caleb ne dit rien. Il alla au poêle, versa de l'eau chaude dans une bassine et l'apporta au chevet du lit. Il pressa un linge chaud sur ses mains, son visage, son cou. « Tu vas t'en sortir, » murmura-t-il. « Tu m'entends? Tu vas t'en sortir. » Elle ne répondit pas. La petite Emma avait cessé de pleurer. Elle se tenait près du poêle, son petit corps tremblant, les yeux fixés sur sa mère. « Maman va-t-elle aller au paradis? » murmura-t-elle. Caleb eut le cœur serré. Il avait déjà entendu cette question. Il l'avait lui-même posée un jour, agenouillé à côté d'un autre lit, d'une autre femme, un autre hiver qui avait tout emporté. « Non, répondit-il sèchement, elle ne va nulle part. » Will s'approcha de sa sœur. « Ne lui faites pas peur, monsieur. » « Je ne lui fais pas peur, je lui dis la vérité. » Caleb se leva, les genoux endoloris par le sol froid. « Ta mère est une battante. Je le vois. Elle a traversé 3 semaines d'enfer pour te garder en vie. Ce genre de femme n'abandonne pas facilement. » Will serra les mâchoires. « Comment le sais-tu? Parce que ceux qui abandonnent ne passent pas la première semaine. » Le garçon l'observa longuement, puis il acquiesça lentement. « Il y a du ragoût dans cette casserole, » dit Caleb en montrant la cuisinière. « Donne à manger à ta sœur. Mange toi-même. Je surveillerai ta maman. Je n'accepte pas la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est le dîner. » Caleb s'assit sur la chaise à côté du lit. « Prends-le ou laisse-le, mais cette fille a l'air assez affamée pour manger les meubles. » Will hésita. Puis il alla à la cuisinière, versa du ragoût dans un bol et l'apporta à Emma. Elle mangea comme si elle n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. C'était probablement le cas. Les heures passèrent. Le vent hurlait dehors, projetant la neige contre des fenêtres comme des poings. Caleb entretenait le feu et gardait les linges chauds, les pressant contre la peau de Maggie encore et encore. Vers minuit, elle remua. Elle ouvrit ses yeux bruns profonds, pleins de confusion, et les fixa sur son visage. « Où? » Sa voix n'était qu'un murmure. « Mon ranch, à l'est de la ville. Tu t'es évanoui devant ma porte. » Elle essaya de s'asseoir. « En vain. Mes enfants sont en sécurité. Ils dorment près du feu. » Son regard se posa sur Will et Emma, blottis l'un contre l'autre sur le sol, sous une couverture. Son visage s'illumina d'un tel soulagement que Caleb détourna les yeux. « Merci, » souffla-t-elle. « Ne me remercie pas encore. Tu n'es pas hors de danger. » Elle ferma les yeux. « Je sais. » Il s'attendait à ce qu'elle s'endorme. Au lieu de cela, elle parla.
Combien de temps suis-je restée inconsciente? Quelques heures qui m'ont semblé des années. Elle ouvrit les yeux et l'observa. Vous vivez seul ici? Oui. Pourquoi? La question le prit au dépourvu. Personne ne lui demandait jamais pourquoi. Personne ne lui parlait, d'ailleurs. Plus maintenant. Parce que je le veux, répondit-il. Elle le regarda longuement. C'est un mensonge. Caleb se raidit. Excusez-moi, un homme qui voulait être seul n'aurait pas porté une femme mourante dans sa maison. Il ne lui aurait pas réchauffé les mains pendant des heures. Il n'aurait pas nourri ses enfants. Elle fit une pause, reprenant son souffle. Vous vivez seul parce que vous avez peur, pas parce que vous le voulez. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis la mort de Rachel. Personne ne l'avait percé à jour aussi rapidement. Vous ne me connaissez pas, madame? J'en sais assez. Elle ferma à nouveau les yeux. Je sais que vous êtes hostie. C'est plus que la plupart des gens. Au matin, sa fièvre était tombée. Caleb se réveilla dans le fauteuil, le cou raide, le dos endolori. Maggie était assise dans son lit. Elle avait meilleure mine, ses yeux étaient clairs. Vous m'avez surveillé toute la nuit, dit-elle. Ce n'était pas une question. Quelqu'un devait le faire. Vous auriez pu nous laisser mourir. J'aurais pu. Il se leva et s'étira. Mais je ne l'ai pas fait. Elle le regarda vraiment, et quelque chose passa entre eux. Pas de l'attirance, pas encore. Quelque chose de plus rare, de la reconnaissance. Pourquoi? Demanda-t-elle. Caleb y réfléchit. Il pensa aux 8 années de silence, au lit vide, à la tombe sur la colline. Il n'avait pas pu se résoudre à s'y rendre. Parce que j'ai déjà laissé mourir trop de gens, dit-il doucement. Je n'allais pas en ajouter 3 autres à la liste. Elle ne lui demanda pas ce qu'il voulait dire. D'une certaine manière, elle comprit. Je ne serai pas un fardeau, dit-elle. Dès que je pourrai marcher, nous partirons. Où ça? Elle hésita. Je ne sais pas encore. Alors reste. Le mot lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Au moins jusqu'à ce que tu trouves. Ses yeux s'écarquillèrent. Je ne peux pas. Je ne te demande rien. Il leva la main. J'ai une remise derrière la maison. Elle a besoin d'être réparée, mais elle est assez chaude. Tu peux y rester, travailler si tu veux. Dieu sait que cet endroit a besoin d'une touche féminine, mais tu ne me dois rien. Elle le fixa du regard. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que nous sommes en décembre dans le Wyoming, que tu as 2 enfants et nulle part où aller. Il attrapa son chapeau sur le crochet. C'est une raison suffisante. Il sortit avant qu'elle n'ait pu répondre. Les enfants se réveillèrent à l'odeur des œufs. Caleb se tenait devant la cuisinière, cuisinant le reste de ses provisions, tandis que Will et Emma le regardaient d'un œil fatigué. Mangez, dit-il en posant les assiettes sur la table. Emma regarda son frère. Will regarda Caleb. Allez-y, dit Caleb. Je ne les ai pas empoisonnés. Lentement, ils mangèrent. Emma poussa de petits cris de plaisir. Will mangea en silence, mais ses épaules se détendirent à chaque bouchée. Quand ils eurent fini, Will prit la parole. Vous êtes l'homme qui a sauvé maman. Je suis l'homme qui l'a amenée à l'intérieur. Elle s'est sauvée elle-même. Elle a failli mourir, mais elle s'en est sortie. Caleb versa du café dans une tasse en étain. Ta maman est plus forte qu'elle n'en a l'air, plus forte qu'elle ne le pense. Will jeta un coup d'œil vers la chambre. Elle nous a élevés depuis la mort de papa. Elle n'a jamais cessé. C'est ce que font les mères. Elle ne devrait pas avoir à le faire. La voix du garçon se brisa. Je suis censé les protéger. Papa l'a dit avant de... Il serra les mâchoires. Caleb s'assit en face de lui. Quel âge as-tu, fiston? 9 ans. 9 ans, Caleb hocha lentement la tête. Quand j'avais 9 ans, je ne pouvais protéger personne. Je ne pouvais même pas me protéger moi-même. Tu t'en sors mieux que moi. Comment? Tu es toujours debout. Ta sœur est en vie. Ta maman respire. Il regarda le garçon dans les yeux. C'est déjà une protection suffisante. Will le fixa du regard. Puis, très lentement, il acquiesça. Merci, Monsieur Thornton. Caleb. Merci, Caleb. Maggie les rejoignit à midi. Elle se déplaçait lentement, s'appuyant sur les murs et les meubles, mais elle avançait. Quand elle s'assit à table, ses enfants se précipitèrent vers elle. Maman, Emma enlaça sa mère par la taille. Je croyais que tu étais morte. Pas encore, ma chérie. Maggie caressa les cheveux de sa fille, les yeux brillants de larmes contenues. Pas encore. Will resta en retrait, essayant de paraître fort, mais son menton tremblait. Viens ici, dit Maggie doucement. Il est parti. Elle le serra contre elle, tenant ses 2 enfants dans ses bras comme si le monde pouvait les lui arracher.
Caleb observait la scène depuis l'autre bout de la pièce. Quelque chose se tordait dans sa poitrine, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Je fais chauffer de l'eau pour le thé, dit-il d'un ton bourru. Tu en veux? Maggie leva les yeux. Oui, merci. Il se détourna et s'affaira avec la bouilloire. Derrière lui, il l'entendit murmurer aux enfants, d'une voix basse et intense. Nous sommes en sécurité maintenant. Vous comprenez? Nous sommes en sécurité. Il fit semblant de ne pas entendre. Cet après-midi-là, elle insista pour travailler. Je n'accepterai pas de charité, dit-elle, faisant écho à son fils. Montre-moi ce qu'il y a à faire. Tu peux à peine te tenir debout. Alors donnez-moi quelque chose que je peux faire assise. Caleb l'observa, l'expression de sa mâchoire, la détermination dans ses yeux. Très bien, dit-il. Il y a des chemises à raccommoder. Vous êtes bien meilleur que la plupart des gens. Il lui apporta la pile de chemises aux manches déchirées et aux boutons manquants, négligés depuis une décennie. Elle se mit immédiatement au travail, ses doigts agiles malgré sa faiblesse. « Vous avez toujours été aussi têtu ?» demanda-t-il. Mon mari me posait la même question. Que lui répondais-tu? Que c'était, pour mon entêtement, qu'il m'avait épousé. Un léger sourire effleura son visage. Il ne pouvait pas contester cela. Caleb grogna. C'était un homme intelligent. C'est vrai. Son sourire s'estompa. C'était aussi un rêveur. Il croyait que ce pays nous offrirait un nouveau départ. Il croyait que nous pouvions construire quelque chose ici. Et il est mort avant d'avoir pu voir tout cela. L'aiguille s'arrêta. Ses mains tremblaient. « Je suis désolé, dit Caleb. Ne le soyez pas. Vous ne le connaissiez pas. » Elle reprit sa couture avec des gestes précis. « J'ai enterré mon chagrin. Ce que je ne peux pas enterrer, c'est la dette. » La dette? Elle leva les yeux. Mon mari a emprunté de l'argent à un homme nommé Silus Crane. Du matériel agricole, tout ce dont nous avions besoin pour recommencer à zéro. Quand Thomas Desmaux Crane est venu nous voir, que voulait-il? Tout, le chariot, les outils, le cheval. Sa voix se durcit. Je lui ai donné ce que je pouvais. Ce n'était pas suffisant. Il a dit que je lui devais mon avenir, mon travail, ma liberté, mes enfants, si c'était nécessaire. Caleb sentit son sang se glacer. Vos enfants? Il a dit qu'il prendrait Will en paiement, qu'il le mettrait au travail dans ses champs. Ses mains tremblaient. C'est là que je me suis enfui. Pendant un long moment, Caleb ne dit rien, puis il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda les champs recouverts de neige. « Ce Crane, dit-il, il sait où tu es. » « Je ne pense pas. J'ai fait attention. » Faire attention ne suffit pas. Il se tourna vers elle. « S'il vient ici, je partirai. » Elle soutint son regard. « Je ne mettrai pas ta vie en danger. » Ce n'est pas ce que j'allais dire. Elle attendit. Caleb serra les mâchoires. « S'il vient ici, il devra d'abord me passer sur le corps. » Maggie le fixa du regard. « Tu ne me connais même pas. » « J'en sais assez. » Il retourna s'asseoir lourdement sur sa chaise. « Je sais que tu as marché 3 semaines en plein hiver pour sauver tes enfants. Je sais que tu préférerais mourir plutôt que de laisser quelqu'un leur faire du mal. Je sais que tu as plus de courage que tous les hommes que j'ai rencontrés. » Il fit une pause. « Ça suffit. » Elle ne dit rien, mais ses yeux d'un brun profond, étaient remplis d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Repose-toi, dit-il. Demain, nous commencerons les tâches ménagères, les routines, le travail. J'ai dit repose-toi. » Il désigna le lit. « C'est un ordre. » Elle sourit presque. « Es-tu toujours aussi autoritaire? » Seulement quand les femmes têtues refusent d'écouter. Cette fois, elle sourit. Un petit sourire fragile, mais réel. « D'accord, dit-elle, mais seulement parce que je suis trop fatiguée pour discuter. » Femme intelligente, elle alla se coucher, serra Emma contre elle et ferma les yeux. En quelques minutes, sa respiration s'approfondit. Will s'assit près du feu et observa Caleb. « Tu étais sincère, dit le garçon, quand tu as dit que tu nous protégerais. »« Oui. Pourquoi? Tu ne nous dois rien. » Caleb le regarda. Ce garçon de 9 ans qui s'efforçait tant d'être un homme. « Peut-être pas, dit-il, mais certaines choses ne sont pas une question de dette. Certaines choses sont une question de choix. » Le choix de quoi? Le choix de se lever quand il est plus facile de rester assis. Il se pencha en arrière sur sa chaise. Ta mère a choisi de fuir. Elle a choisi de se battre. Elle a choisi de te garder en vie contre toute attente. Il fit une pause. Maintenant, je choisis de t'aider.
Will resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, « Papa t'aurait aimé. » Caleb sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qui était resté gelé trop longtemps. « Va dormir, mon garçon, » dit-il d'un ton bourru. « Demain sera une longue journée. » Cette nuit-là, Caleb s'assit sous le porche pour regarder les étoiles. Le froid transperçait son manteau, mais il ne bougea pas. Quelque part à l'intérieur, une femme et ses enfants dormaient, les premières personnes à partager cette maison depuis 8 ans. Il pensa à Rachel, à la fièvre qui l'avait emporté, au vide qui avait suivi. Pendant 8 ans, il s'était dit qu'il allait bien. Il s'était dit que la solitude était un choix, pas une condamnation. Mais Maggie avait vu clair en lui. Elle avait vu la peur qu'il avait enfouie si profondément qu'il en avait oublié l'existence. « Tu as peur, lui avait-elle dit, pas parce que tu veux être seul, mais parce que tu as peur de ce qui se passera quand tu ne le seras plus. » Elle avait raison, et pour la première fois en 8 ans, Caleb Thornton ne savait pas si cela l'effrayait ou lui donnait de l'espoir. Le lendemain matin, tout a changé. Caleb nourrissait les chevaux lorsqu'il a entendu le bruit des sabots sur le sol gelé. Il a tendu la main vers le fusil appuyé contre la porte de la grange. 2 hommes ont franchi la crête. Des étrangers, vêtus à la ville, le regard dur. Ils sont entrés dans la cour comme s'ils en étaient les propriétaires. « Bonjour », dit le plus âgé. Il était maigre, avec une cicatrice sur la mâchoire et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Nous cherchons quelqu'un. Une femme et 2 enfants. Vous l'avez vu? » Caleb serra plus fort son fusil. « Je ne peux pas dire que oui, » l'homme l'observa. « Je m'appelle Tucker. Je travaille pour un homme nommé Silas Crane. Vous en avez peut-être entendu parler. Peut-être pas. » Le sourire de Tucker s'élargit. « Eh bien, M. Crane a des affaires avec une femme nommée Margaret Calloway. Elle lui doit une somme considérable. Elle a quitté le Missouri sans payer ses dettes, c'est vrai. » Tucker se pencha en avant sur sa selle. « On dit qu'elle est passée par ici en direction de l'ouest. Quelqu'un l'a peut-être recueillie. » Caleb ne dit rien. Le deuxième homme, plus jeune et plus méchant, prit la parole. « Nous ne cherchons pas les ennuis, monsieur. Juste la femme et les enfants. Remettez-les-nous. Nous poursuivrons notre route. Il n'y a personne d'autre ici que moi. » Tucker balaya du regard la propriété, la cabane, la grange, les minces volutes de fumée qui s'élevaient de la cheminée. « Ça fait beaucoup de fumée pour un seul homme, ça l'était au. J'aime rester au chaud. » La main du plus jeune se posa sur sa ceinture. « Nous devrions peut-être jeter un œil à l'intérieur, pour être sûr. » Caleb leva son fusil avec aisance, comme s'il l'avait fait 1000 fois. « Tu ne devrais peut-être pas. » L'air devint immobile. Tucker leva la main, arrêtant son partenaire. « Du calme. On ne cherche pas à tirer, alors continuez votre route. » Pendant un long moment, personne ne bougea. Le vent hurlait. La neige tourbillonnait d'entre eux. Puis Tucker sourit froidement, conscient de la situation. « On reviendra, dit-il. Monsieur Crane, n'abandonnez pas si facilement. Nous non plus. » Il fit demi-tour avec son cheval. Le jeune homme le suivit, mais pas avant d'avoir tiré sur Caleb. Un regard de pure haine, Caleb les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière la crête. Puis il baissa son fusil et retourna à la maison. Maggie l'attendait à la porte. « J'ai entendu, » murmura-t-elle. Son visage était pâle. « Je suis désolé. Je vais prendre les enfants et partir. »« Tu ne devrais pas avoir à partir. » Elle se figea. Caleb entra et referma la porte derrière lui. « Tu ne vas nulle part, tu comprends? » « Mais ils reviendront. Je sais. » Il appuya le fusil contre le mur. « Et quand ils reviendront, ils trouveront la même chose qu'aujourd'hui, un homme qui ne cède pas. »« Tu pourrais mourir. Tu aurais déjà pu mourir 100 fois, non? » Il la regarda. « J'ai fait un choix, Maggie. Je ne reviendrai pas dessus. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Pourquoi risquerais-tu tout pour des étrangers? » Pendant un long moment, il ne répondit pas. Puis il dit, « Parce qu'il y a 8 ans, j'ai vu mourir quelqu'un que j'aimais, et j'ai juré que cela ne se reproduirait plus jamais. Pas si j'avais le pouvoir de l'empêcher. » Une larme coula sur sa joue. « Je ne suis pas elle. » « Non. » Sa voix s'adoucit. « Tu n'es pas elle, mais cela ne veut pas dire que tu ne mérites pas d'être sauvé. » Elle le fixa du regard. Cet homme au cœur brisé qui avait ouvert sa porte à des inconnus et qui avait affronté des hommes armés sans broncher. « Caleb, » murmura-t-elle. « Oui, merci. » Il hocha la tête une fois, se détourna, mais alors qu'il se dirigeait vers la cuisinière, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu.
Ses mains tremblaient. Cette nuit-là, aucun d'entre eux ne dormit bien. Caleb était assis près de la fenêtre, son fusil sur les genoux, observant l'obscurité. Maggie était allongée dans son lit. Ses enfants se blottissaient contre elle, écoutant chaque craquement et chaque murmure. Will resta éveillé plus longtemps que tous les autres, sa petite main serrant un couteau de cuisine que sa mère ignorait qu'il avait pris. Dehors, le vent hurlait, et quelque part dans l'obscurité, des hommes qui voulaient les détruire élaboraient des plans. Mais à l'intérieur de cette cabane, ce petit abri battu par les intempéries, quelque chose d'autre grandissait, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. 10. Le vrai combat approchait, mais cette nuit-là au moins, ils étaient en sécurité. Le matin arriva avec l'odeur du café et le bruit des bottes sur le sol gelé. Caleb n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit près de la fenêtre, observant la crête où Tucker et son partenaire avaient disparu, attendant des ombres qui ne vinrent jamais. Il se tenait maintenant devant la cuisinière, versant du café dans des tasses en étain, ses gestes lents et délibérés. Maggie sortit de la chambre, le visage pâle mais déterminé. Elle avait tressé ses cheveux en arrière, et quelque chose dans son attitude avait changé pendant la nuit. Elle semblait plus dure, prête. « Ils ne sont pas revenus, dit-elle. »« Pas encore, mais ils reviendront. » Caleb lui tendit une tasse. « Bois ça, on a du travail à faire. » Elle la prit, ses doigts effleurant les siens. Aucun des deux ne remarqua ce contact. Quel genre de travail? Le genre qui nous permet de rester en vie. Il attrapa son manteau sur le crochet. « J'ai besoin de tout savoir sur Silas Crane. Tout ce que tu ne m'as pas dit. » Elle serra les mâchoires. « Je t'en ai dit assez. Tu m'as dit qu'il voulait de l'argent. Tu m'as dit qu'il avait menacé ton fils. » Caleb se tourna vers elle. « Ce que tu ne m'as pas dit, c'est pourquoi un homme n'envoie pas des cavaliers à travers 3 territoires pour une simple dette. Il y a autre chose. » Les mains de Maggie tremblaient autour de la tasse. « M'amène. » Will se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage marqué par le sommeil. « Qu'y a-t-il? »« Rien, mon chéri. Retourne auprès de ta sœur. Je vous ai entendu parler des méchants. Eh bien, je ne suis plus un bébé. » Le garçon s'avança, le menton levé. « J'ai le droit de savoir ce qui va se passer. » Caleb regarda Maggie. Elle ferma les yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose s'était brisé. « Asseyez-vous, dit-elle doucement. Tous les deux, ils s'assirent. Maggie posa sa tasse sur la table et appuya ses paumes à plat contre le bois pour se stabiliser. « Silas Crane n'était pas seulement le créancier de mon mari, commença-t-elle. Il était son associé. Ils allaient monter ensemble une exploitation minière. Les connaissances de Thomas, l'argent de Silas. Cela devait nous rendre riches. Que s'est-il passé? » demanda Caleb. Thomas a découvert que Crane le trompait. Il détournait des bénéfices, falsifiait des documents, vendait des concessions qui ne lui appartenaient pas. Sa voix se durcit. Lorsque Thomas l'a confronté, Crane est menacé de nous détruire. Il a dit qu'il avait des relations, des avocats, des juges, des hommes capables de faire disparaître des preuves. Votre mari a reculé. Mon mari allait le dénoncer. Maggie croisa le regard de Caleb. Il avait des preuves, les lettres de Ledger, les déclarations des témoins, assez pour envoyer Crane en prison pour 20 ans. Caleb se pencha en avant. Où sont ces preuves maintenant? Je les ai. Les mots restaient en suspendus dans l'air. Toi, je les ai sur moi depuis le Missouri, cousus dans la doublure de mon manteau. Maggie se leva, se dirigea vers le manteau en lambeaux qui pendait près de la porte et en sortit une petite pochette en cuir. Thomas me l'a donnée la veille de sa mort. Il m'a fait jurer de la garder cachée. Caleb fixa la pochette. C'est pour ça que Crane te poursuit, pas pour la dette. La dette est réelle, mais ça... Elle brandit la pochette. Ça pourrait le détruire. Tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a volé, sa main tremblait. Il n'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas récupéré ou que nous ne serons pas morts. Le visage de Will était devenu livide. « Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? » Parce que j'essayais de te protéger en mentant, en survivant. Elle s'agenouilla à côté de lui, lui saisissant les épaules. Tout ce que j'ai fait, chaque kilomètre que nous avons parcouru, chaque nuit où nous avons souffert de la faim, je l'ai fait pour toi et Emma. Je l'ai fait parce que ton père est mort en essayant de faire ce qui était juste, et je ne laisserai pas son sacrifice être vain. Les yeux de Will se remplirent de larmes. Mais ils vont nous tuer, ils vont essayer. Maggie le serra contre elle, mais nous ne sommes pas encore morts. Caleb se leva,
sa chaise raclant le sol. Où vas-tu? Demanda Maggie. Vérifier le périmètre. Si les hommes de Crane reviennent, je veux les voir en premier. Il attrapa son fusil. Garde les enfants à l'intérieur. N'ouvre la porte à personne d'autre que moi. Caleb. Il s'arrêta sur le seuil. Merci, dit-elle, de ne pas t'enfuir. Il se retourna vers elle. Cette femme avec ses secrets, son courage et son fardeau impossible à porter. Je ne suis pas du genre à fuir, dit-il. Puis il disparut. La journée se passa dans un silence tendu. Caleb longea la clôture, cherchant des traces, cherchant des signes indiquant que Tucker et son partenaire surveillaient. Il ne trouva rien, mais cela ne l'apaisa pas. Des hommes comme eux n'abandonnaient pas. Ils se regroupaient, ils planifiaient, ils attendaient. Quand il revint à la cabane à midi, Maggie avait organisé les enfants. Will empilait du bois de chauffage près de la porte. Emma aidait sa mère à trier les maigres provisions dans le garde-manger. Nous avons besoin de nourriture, dit Maggie sans lever les yeux. Ce que tu as ne durera pas la semaine. Je sais. Alors nous devons aller en ville. Non. Elle se retourna. Non. La ville est le premier endroit où ils chercheront. Ils auront des yeux partout. Le magasin général, la sellerie, le saloon. Dès que tu te montreras, Crane saura exactement où te trouver. Alors que suggères-tu? Nous mourrons de faim. J'irai. Caleb appuya son fusil contre le mur. Seul. Demain, avant l'eau, j'irai chercher ce dont nous avons besoin et je serai de retour avant midi. Et s'ils te reconnaissent, ils ne te reconnaîtront pas. Je ne suis pas allé en ville depuis des mois. Personne là-bas ne connaît mes affaires. Il fit une pause. Personne ne sait que tu es ici. Maggie l'observa attentivement. Tu me demandes de te faire confiance. Je te demande de me laisser t'aider. Pendant un long moment, elle ne dit rien, puis elle acquiesça. D'accord, mais si tu n'es pas de retour avant midi, je prends les enfants et je pars. Très bien. Will leva les yeux de son tas de bois. Je peux venir? Non. Mais j'ai dit non. La voix de Caleb était ferme, mais pas méchante. Ton travail est ici. Protéger ta mère et ta sœur, tu comprends? Le garçon serra les mâchoires, puis il acquiesça. Bien, Caleb se dirigea vers la cuisinière et se servit une tasse de café. Maintenant, dis-moi plus sur les hommes de Crane. Combien sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Quelles armes portent-ils? Maggie s'assit en face de lui. Je n'ai vu que Tucker et le jeune, mais Crane en a d'autres. Tout un réseau. Des hommes qui lui sont redevables, qu'il paye pour faire son sale boulot. Il vient parfois lui-même. Une fois, sa voix baissa le soir où Thomas mourut. Caleb se figea. Que veux-tu dire? Ce n'est pas la fièvre qui a tué mon mari. Maggie serra les poings. C'est Crane. Le silence envahit la cabane. Thomas allait mieux. Elle continua d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La fièvre était tombée. Il était assis et parlait de ce que nous ferions au printemps. Puis Crane est arrivé avec 2 de ses hommes. Que s'est-il passé? Ils m'ont retenu pendant que Crane allait dans la chambre. J'ai entendu Thomas crier. Je les ai entendus se battre. Puis elle a cessé de retenir son souffle. Puis plus rien. Quand Crane est sorti, il a dit que Thomas avait pris un tournant. Il a dit que la fièvre avait été trop forte. Mais vous saviez, j'ai vu son visage. Les yeux de Maggie étaient secs, mais sa voix brûlait de 8 mois de rage refoulée. Thomas avait des ecchymoses sur la gorge. Son oreiller recouvrait son visage. Crane l'avait assassiné et avait fait passer cela pour une maladie. Caleb sentit son sang se glacer. L'avez-vous dit à quelqu'un? Qui me croirait? Une veuve en deuil contre l'homme le plus riche des 3 comtés. Elle rit amèrement. Crane possède la moitié des fonctionnaires du Missouri. Le shérif, le juge, le médecin qui a signé le certificat de décès, tous sont à sa botte. C'est pour cela que vous vous êtes enfui. Je me suis enfui parce que si j'étais resté, je serais morte moi aussi, et mes enfants lui appartiendraient. Elle regarda Caleb, les yeux farouchement déterminés. Je mourrais avant de laisser cela arriver. Caleb sentit quelque chose bouger en lui. Toute la semaine, il s'était dit qu'il agissait simplement de manière décente, qu'il faisait simplement ce que n'importe quel homme aurait fait. Mais ce n'était plus de la décence, c'était de la guerre. « Je te crois, dit-il doucement. Maggie cligna des yeux. « Quoi? » »« J'ai dit que je te croyais. » Il tendit la main par-dessus la table et posa sa main sur la sienne. « Et je vais t'aider à mettre fin à tout ça. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Pourquoi tu ne me dois rien? Je te l'ai déjà dit. Certaines choses ne sont pas une question de dette. » Il lui serra doucement la main. « C'est une question de choix. » Elle le fixa du regard.
Cet inconnu qui était devenu quelque chose de plus. Cet homme brisé qui avait décidé de se relever alors que tous ses instincts lui disaient de rester à terre. Caleb, murmura-t-elle, oui, je ne sais pas comment te remercier. Alors ne le fais pas. Il lâcha sa main et se leva. Reste en vie. C'est merci assez. Cette nuit-là, Emma fit un cauchemar. Caleb se réveilla au son d'un cri aigu, terrifié, le genre de cri qui vous prend à la gorge et vous serre le cœur. Il était debout avant même de s'en rendre compte, fusil à la main, le cœur battant à tout rompre. Mais lorsqu'il arriva dans la chambre, il ne trouva aucun danger. Il y avait seulement une fillette de 5 ans qui sanglotait dans les bras de sa mère. Les méchants, pleura Emma. Ils emmenaient Will. Ils faisaient du mal à maman. Chut, ma chérie. Ce n'était qu'un rêve. Maggie la berçait doucement, le visage pâle. Nous sommes en sécurité. Personne ne nous fera de mal. Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte, se sentant inutile. Il savait se battre. Il savait tirer, traquer, survivre dans un pays qui tuait la plupart des hommes. Mais cela, la terreur d'une enfant, le désespoir d'une mère, cela le dépassait. Emma leva les yeux, le vit debout et tendit les bras. Monsieur Caleb, gémit-elle, faites-les partir. Quelque chose se brisa dans sa poitrine. Il posa son fusil, traversa la pièce, s'agenouilla près du lit et prit la petite main de la fillette dans sa paume rugueuse et cailleuse. Écoute-moi, dit-il doucement. Je sais que tu as peur. J'aurais peur, moi aussi, si je faisais des cauchemars comme ça. Emma renifla. Tu as peur? Tout le monde a peur, même les hommes grands et forts. Il lui serra doucement la main. Mais voici ce que je sais. Ces méchants, ils ne sont pas ici. Ils n'entreront pas. Et tant que je vivrai, ils ne toucheront ni à toi, ni à ta maman, ni à ton frère. Tu comprends? Elle le regarda fixement, les yeux écarquillés et remplis de larmes. Tu me le promets? Caleb hésita. Les promesses étaient dangereuses. Il en avait déjà rompu trop. Mais en regardant cet enfant, cette petite fille innocente qui n'avait rien fait pour mériter tout cela, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas mentir. Je te le promets, dit-il. Le visage d'Emma se détendit. Elle retira sa main, se pencha en avant et l'embrassa sur la joue. Merci, monsieur Caleb. Puis elle se blottit dans les bras de sa mère et ferma les yeux. Maggie l'observait par-dessus la tête de sa fille, le regard indéchiffrable. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. Je sais, elle vous tiendra parole. Je le sais aussi. Ils se regardèrent dans la pénombre. Deux personnes liées par les circonstances, par le danger, par quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Dormez un peu, dit finalement Caleb. Je monterai la garde. Il retourna s'asseoir près de la fenêtre et ne dormit pas de la nuit. L'aube fut grise et glaciale. Caleb sella son cheval en silence, son souffle formant de la buée dans le froid. Maggie se tenait sous le porche, les bras croisés autour d'elle, le regardant. « Sois prudent, dit-elle. Je le suis toujours. »« Je suis sérieuse, dit-elle en s'approchant. Si quelque chose t'arrive, rien ne se passera. » Il se hissa en selle, la regardant. « Je serai de retour avant midi. Prépare le ragoût. » Elle esquissa un sourire. « Je vais voir ce que je peux faire. » Il souleva son chapeau et s'éloigna, le bruit des sabots s'estompant dans le silence matinal. La ville de Miller's Crossing se trouvait à 19 kilomètres à l'est, nichée dans une vallée entre deux crêtes. Elle n'avait pas vraiment de rue principale, une douzaine de bâtiments, peut-être 200 âmes les bons jours, mais elle avait un magasin général, un bureau de télégraphe et un saloon où les hommes parlaient trop librement après leur troisième whisky. Caleb attacha son cheval à la barrière et rabattit son chapeau sur ses yeux. Il n'était pas venu ici depuis 6 mois, depuis qu'il avait cessé de se soucier des provisions, de la compagnie ou de quoi que ce soit d'autre que sa simple survie. Le magasin général était calme. Le vieux Patterson se tenait derrière le comptoir, plissant les yeux pour lire un registre, ses lunettes perchées sur le bout de son nez. « Je peux vous aider ?» dit-il sans lever les yeux. « Vous avez besoin de provisions. De la farine, du sucre, du sel, du café si vous en avez. » Patterson leva la tête, les yeux écarquillés. « Caleb Thornton, c'est vraiment vous? »« C'est moi. »« Eh bien ça alors. » Le vieil homme posa son crayon. « Je croyais que vous étiez mort là-haut, dans votre cabane. Personne ne vous a vu depuis le printemps. J'étais occupé. Occupé à quoi? À survivre.
Caleb posa des pièces sur le comptoir. Les provisions. Combien de temps te faut-il pour préparer la commande? Patterson l'observa un instant, la curiosité se lisant clairement sur son visage buriné. Puis il haussa les épaules et se tourna vers les étagères. Donne-moi 10 minutes. Pendant qu'il attendait, Caleb se dirigea vers la fenêtre. La rue s'animait. Quelques chevaux étaient en train d'être réveillés à l'écurie. Une femme balayait son porche, deux hommes discutaient devant le saloon. Deux hommes, en tenue de ville, au regard dur. Caleb sentit son sang se glacer. Tucker et son partenaire. Ils se tenaient à moins de 15 mètres, la tête penchée l'une vers l'autre, parlant à voix basse. Tucker fit un geste vers la route qui menait à l'ouest, la route qui menait au ranch de Caleb. Ils étaient en train de planifier quelque chose, et ils le planifiaient maintenant. Monsieur Thornton. La voix de Patterson interrompit ses pensées. Caleb se retourna. Vos commandes sont prêtes. Mettez-les sur mon cheval, arrière-rail brun gelant. Caleb se dirigeait déjà vers la porte. J'ai des affaires à régler. Des affaires. Quel genre d'affaires? Mais Caleb était déjà parti. Il se glissa par l'arrière, restant dans l'ombre entre les bâtiments. Son cœur battait à tout rompre, mais ses mains étaient fermes. C'était un territoire familier. La chasse, la poursuite, le moment avant que tout ne tourne mal. Il fit le tour jusqu'à se retrouver derrière le saloon, assez près pour entendre la voix de Tucker à travers les murs minces. Il a dit d'attendre les renforts. Crane envoie 4 hommes de plus. Ils seront là demain soir. Demain soir, le jeune homme semblait impatient. Cette femme pourrait avoir disparu d'ici là. Elle n'ira nulle part. Pas avec ses enfants. Pas par ce froid. La voix de Tucker baissa d'un ton. Nous surveillons les routes. Si quelqu'un arrive ou part, nous le savons. Quand les hommes de Crane seront là, ma foi, nous frapperons fort au ranch. Nous capturerons la femme vivante. Les autres... Il marqua une pause. Les autres n'ont aucune importance. Caleb serra les poings. Les autres n'ont aucune importance. Il parlait de lui. Il parlait de Will. Il parlait de la petite Emma, avec ses cauchemars et sa confiance fragile. Il resta là un long moment, la rage bouillonnant dans sa poitrine. Il pouvait tourner le coin à tout moment. Mettre une balle dans le crâne de Tucker avant que l'homme ne comprenne ce qui lui arrivait. Mettre fin à tout ça avant même que ça commence. Mais après, le plus jeune s'enfuirait. Crane serait prévenu et au lieu de 4 hommes, il y en aurait 40. Non, il fallait agir intelligemment. Caleb recula, silencieux comme une ombre, et retourna au magasin général. Il chargea ses provisions, monta sur son cheval et quitta la ville sans se retourner. Mais son esprit tournait à toute vitesse. Ils avaient moins de 2 jours. 2 jours pour se préparer. 2 jours pour trouver comment survivre à ce qui allait arriver. Il poussa son cheval plus fort, le vent lui fouettant le visage, le paysage défilant à toute vitesse. Il devait rentrer. Il devait les avertir. Il devait tenir sa promesse. Maggie l'accueillit à la porte, le visage crispé par l'inquiétude. « Tu es en avance, nous avons des problèmes. » Il la bouscula pour entrer dans la cabane et posa les provisions sur la table. « Où sont les enfants? »« Dans la chambre. »« Caleb, qu'y a-t-il? » »« Tucker est en ville. Il a un partenaire et Crane envoie 4 hommes supplémentaires. Ils seront là demain soir. » Elle pâlit. « Demain? » C'est ce que j'ai entendu. Il la saisit par les épaules pour la forcer à se concentrer. « Écoute-moi. On ne peut pas fuir. Ils surveillent les routes. Mais on ne peut pas rester ici à attendre qu'ils arrivent non plus. On doit faire quelque chose à quoi ils ne s'attendent pas. Comme quoi? Caleb serra les mâchoires. Comme riposter. Riposter? Elle le fixa du regard. Contre 6 hommes armés. C'est peut-être du suicide. Mais se laisser faire et mourir n'est guère mieux. Il la relâcha et elle se précipita vers la fenêtre. J'ai été Texas Ranger pendant 15 ans. J'ai affronté des situations bien pires. La question est, es-tu prête à te battre à mes côtés? Maggie resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle se dirigea vers la table, prit la pochette en cuir contenant les preuves de Crane et la glissa dans son manteau. « Je me bats depuis le jour où Thomas est mort, dit-elle doucement. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. » Caleb acquiesça. « Bien, voici ce que nous allons faire. » Le reste de la journée fut consacré aux préparatifs. Caleb montra à Will comment charger un fusil. Il montra à Maggie où se cacher si les coups de feu commençaient. Il leur montra à tous les deux la cave à légumes sous le plancher de la cuisine. Un espace sombre et exigu, mais sûr. « S'ils pénètrent dans la maison, prends Emma et ne te retourne pas, »
dit-il à Maggie. La cave mène à un tunnel qui débouche à 50 mètres à l'ouest, près du ruisseau. Suis le cours d'eau vers le nord jusqu'à ce que tu atteignes le comptoir commercial. Dis-leur que Caleb Thornton t'envoie. Et toi? Je les retiendrai aussi longtemps que possible. Ses yeux brillaient. Ce n'est pas un plan. C'est une condamnation à mort. C'est une question de survie. Il lui saisit la main, la serrant très fort. Écoute-moi. Tes enfants ont besoin que tu restes en vie. Ces preuves doivent parvenir à quelqu'un qui pourra les utiliser. Si je peux te donner ne serait-ce qu'une heure d'avance, non. Elle retira sa main. Je ne te laisserai pas mourir. Maggie, j'ai dit non. Elle s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. Nous le faisons ensemble, tous ensemble, ou nous ne le faisons pas du tout. Caleb la fixa du regard. En 8 ans, personne ne lui avait tenu tête comme ça. Personne n'avait osé essayer. Tu es la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée, dit-il, et tu es l'homme le plus têtu. Elle ne s'y a pas. Donc, je suppose que nous sommes quittes. Malgré tout, il a presque souri. Très bien, a-t-il dit. Ensemble, mais nous le faisons à ma façon. D'accord. Ils ont travaillé toute la nuit à barricader les fenêtres, à positionner les meubles pour se protéger, à créer des lignes de vue sous tous les angles. Will a aidé sans se plaindre, son jeune visage déterminé. Quand Emma a demandé ce qui se passait, Maggie lui a répondu qu'il jouait à un jeu de cache-cache. Si elle restait très calme et faisait exactement ce que maman lui disait, elle gagnerait un prix. Quel genre de prix? Demanda Emma. Maggie hésita. Le meilleur, dit Caleb en s'agenouillant à côté d'elle. Celui où tout le monde peut rester ensemble. Emma sourit. J'aime ce prix. Moi aussi, ma chérie. Il ébouriffa ses cheveux. Moi aussi. À minuit, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Caleb était assis sous le porche, son fusil sur les genoux, observant l'obscurité. Derrière lui, il pouvait entendre Maggie installer les enfants pour la nuit, sa voix douce et calme. Elle le rejoignit quelques minutes plus tard, une couverture autour des épaules. « Ils dorment ?» demanda-t-il. « Enfin, » répondit-elle en s'asseyant à côté de lui sur la marche. Will n'arrêtait pas de poser des questions. « Et s'il passe? Et s'il t'arrivait quelque chose? Et si... » Elle cessa de se presser la main contre la bouche. « Que lui as-tu répondu? » « Je lui ai dit que nous avrions à affronter ces problèmes le moment venu. » Elle rit amèrement. « Je deviens doué pour mentir à mes enfants. Ce n'est pas mentir, c'est les protéger. Y a-t-il une différence? » Caleb y réfléchit. « Parfois, dit-il, protéger les gens signifie leur cacher la vérité. Ça ne rend pas les choses faciles, mais c'est nécessaire. » Elle resta silencieuse pendant un moment. Puis elle dit, « Je peux te poser une question? »« Vas-y. » « Ta femme Rachel. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Comment était-elle? » La question le prit au dépourvu. Il n'avait pas prononcé le nom de Rachel à voix haute depuis des années. Il ne s'était pas autorisé à le faire. Elle était... Il chercha ses mots. Elle était tout, intelligente, gentille, têtue comme une mule. Un léger sourire traversa son visage. Il disait que j'étais l'homme le plus impossible qu'elle ait jamais rencontré. Mais elle m'a épousé quand même. Elle avait l'air formidable. Elle l'était. Comment est-elle morte? Caleb serra les mâchoires, la fièvre, l'hiver 70. J'étais en mission, à la poursuite d'un gang qui avait attaqué une diligence. Quand je suis revenu, sa voix se brisa. Elle était déjà partie. Maggie tendit la main et couvrit la sienne. Je suis désolé, ne le soyez pas. C'était il y a longtemps, mais sa main se retourna sous la sienne et leurs doigts s'entrelacèrent. Je m'en suis voulu pendant des années. C'est encore le cas parfois. Si j'avais été là, vous ne pouviez pas le savoir. Non, mais j'aurais pu faire un autre choix. J'aurais pu rester à la maison. J'aurais pu être avec elle quand il cessa de secouer la tête. Cela n'a plus d'importance maintenant. Ce qui est fait est fait. Ils restèrent assis en silence, les mains jointes, le froid les enveloppant comme un linceul. « Caleb, » dit Maggie doucement, « oui, si quelque chose arrive demain, ne le fais pas. S'il te plaît, laisse-moi te dire ça. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants au clair de lune. « Si quelque chose arrive, je veux que tu saches que être trouvé par toi, c'est la première fois depuis des mois que j'ai l'impression que les choses pourraient être différentes. Que peut-être il y a encore quelque chose qui vaut la peine d'espérer. » Sa gorge se serra. « Maggie, je sais que c'est idiot. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais... » Elle lui serra la main. « Tu m'as redonné foi en la vie. »
Quoi qu'il arrive demain, je voulais que tu le saches. Pendant un long moment, il resta sans voix. Puis il leva leurs mains jointes et posa ses lèvres sur ses jointures. Doucement, avec révérence, une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. « Va dormir, dit-il d'une voix rauque. Demain sera le jour le plus long de notre vie. » Elle acquiesça, lâcha sa main et rentra à l'intérieur. Caleb s'assit seul sous le porche, regardant les étoiles tourner au-dessus de sa tête. Demain, tout allait changer. Demain, des hommes viendraient les tuer. Demain, ils sauveraient cette famille ou mourraient en essayant. Mais ce soir, l'espace d'un instant, il se laissa croire que peut-être, juste peut-être, il y avait encore quelque chose qui valait la peine de se battre. Le premier coup de feu brisa le silence à l'aube. Caleb roula hors du porche, fusil à la main, avant même d'avoir complètement ouvert les yeux. La balle avait traversé le mur de la cabane, manquant sa tête de quelques centimètres. « Maggie !» cria-t-il. « Fais descendre les enfants !» Sa voix venait de l'intérieur, aiguë de peur. Il était déjà en mouvement. Un autre coup de feu, un autre morceau de bois éclata au-dessus de lui. Caleb rampait jusqu'au bord du porche, jeta un coup d'œil au coin. 3 cavaliers à la clôture. Non, 4. Ils étaient venus tôt, avant les renforts. La voix de Tucker résonna dans la cour. « Thornton, nous savons que vous êtes là. Envoyez la femme dehors et nous vous laisserons la vie sauve. » Caleb ne répondit pas. Il leva son fusil, visa le cavalier le plus proche et tira. L'homme tressaillit en arrière, se saisissant l'épaule, et tomba de son cheval. « Bon sang! » Tucker plongea pour se mettre à l'abri derrière l'abreuvoir. « Il est armé. Dispersez-vous. » Les cavaliers se dispersèrent. Caleb les suivit des yeux, calculant les distances, les angles, les chances, 4 contre 1, 5 si le blessé se relevait. Les chances étaient minces, mais il avait déjà affronté pire. La porte de la cabane s'entr'ouvrit derrière lui. Le visage de Will était pâle mais déterminé. « Rentre à l'intérieur, » grogna Caleb. « Je peux aider. Tu peux aider en protégeant ta sœur. Maintenant, va-t'en. » Le garçon hésita, puis il acquiesça et disparut. Une autre salve de coupes de feu crépita sur la cabane. Caleb se plaqua contre le sol, attendant la pause entre les rafales. Lorsqu'elle survint, il se redressa et tira 2 fois. Un deuxième homme s'effondra, immobile. Tucker jura. Chargez-le tous en même temps. Le cœur de Caleb battait à tout rompre. Il lui restait peut-être 6 balles. S'ils arrivaient tous en même temps, le tonnerre des sabots. 2 cavaliers fonçaient droit sur le porche. Caleb tira, manqua sa cible, tira à nouveau. Le cheval de tête hennit et s'effondra, projetant son cavalier dans la neige. Le deuxième cavalier continuait d'avancer, le pistolet levé. Caleb plongea sur le côté alors que la balle sifflait près de son oreille. Il roula sur lui-même, se releva sur un genou et tira une balle dans la poitrine du cavalier. L'homme s'effondra. 3 à terre, 2 restants, Tucker et un autre. Thornton. La voix de Tucker était plus proche maintenant. « Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. » C'est drôle. Caleb rechargea son arme, les doigts tremblants. « J'allais dire la même chose. » Une longue pause. Puis Tucker éclata d'un rire froid et sinistre. « Crane me paiera le triple si je te ramène vivant, mais mort, ça ira aussi. » Caleb ne répondit pas. Il écoutait, essayant de localiser Tucker uniquement à l'aide du son. Derrière la grange, se déplaçant vers la gauche, il changea sa cible, attendant. Une ombre vacilla au bord de la grange. Caleb tira. L'ombre recula brusquement, poussant d'un grognement de douleur. « Fils de... » La voix de Tucker se brisa. « Tu m'as eu, Thornton, en plein dans la jambe. Rends-toi et je te laisserai vivre. » Tu parles. Un autre coup de feu. Des coups sauvages frappèrent le sol près des pieds de Caleb. Il riposta. Il entendit Tucker crier à nouveau, puis le silence. Caleb attendit. 1 minute. 2. Rien. Lentement, il se leva. Il marcha vers la grange, le fusil levé. Tucker gisait affalé contre le mur, une mare de sang sous lui. Son pistolet était tombé de ses doigts, ses yeux étaient ouverts, fixant le vide. Mort. Caleb expira, réalisant qu'il retenait son souffle. « Maggie, » appela-t-il, « c'est fini, vous pouvez sortir. » La porte de la cabane s'ouvrit. Maggie sortit la première, puis Will, puis Emma, agrippés à la main de sa mère. Ils regardèrent les corps sur la cour, le sang sur la négrine. Emma gémit et enfouit son visage dans la jupe de Maggie.
Ne regarde pas, ma chérie, murmura Maggie. Ne regarde pas. Le visage de Will était gris. Tu les as tués. J'ai fait ce que je devais faire. Caleb éjecta les douilles vides de son fusil. Il nous aurait tués. Mais Caleb s'agenouilla devant le garçon, la voix ferme mais douce. Dans ce monde, parfois, les gens bien doivent faire des choses difficiles pour protéger ceux qu'ils aiment. Cela ne les rend pas mauvais, cela les rend courageux. Le garçon déglutit péniblement. Tu as eu peur? J'étais terrifié. Tu n'avais pas l'air effrayé. C'est ça le secret. Caleb posa une main sur son épaule. Être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir peur et faire quand même ce qu'il faut faire. Will acquiesça lentement. Je veux être comme ça. Tu l'es déjà. Maggie s'approcha, le visage toujours pâle. Que faisons-nous maintenant? Il devait être 6. Seuls 4 sont venus. Caleb serra les mâchoires, ce qui signifiait que 2 autres étaient toujours dans les parages, probablement en train d'attendre la tombée de la nuit. Ce n'était donc pas fini. Loin de là. Il se leva et scruta l'horizon. Nous avons peut-être 12 heures avant qu'ils ne se regroupent. Nous devons mettre ce temps à profit. Comment? Caleb la regarda en passant à l'offensive. Ils traînèrent les corps derrière la grange, hors de vue, hors d'esprit. Caleb prit leurs armes, leurs munitions, tout ce qui pouvait être utile. 4 pistolets, 2 fusils, un couteau de chasse. « Tu sais tirer? » demanda-t-il à Maggie. « Thomas m'a appris. Assez bien pour toucher un homme à 20 mètres. » Elle croisa son regard. « Assez bien pour protéger mes enfants. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Il lui tendit l'un des pistolets. « Garde ça sur toi. N'hésite pas à t'en servir. Nous les surveillerons de près. Et moi? » Caleb réfléchit. Le garçon avait 9 ans, trop jeune pour tuer, mais assez grand pour comprendre ce qui était en jeu. « Tu es notre dernière ligne de défense, dit-il. Si quelqu'un passe à travers moi et ta mère, tu prends Emma et tu cours. Suis le ruisseau vers le nord comme je te l'ai montré. Ne t'arrête pour rien au monde, mais ce n'est pas négociable. » La voix de Caleb était dure. La sécurité de ta sœur passe avant tout. Toujours. Les épaules de Will s'affaissèrent, puis il se redressa. « Je comprends. Bravo. » La matinée s'étira jusqu'à l'après-midi. Caleb montait la garde depuis la grange tandis que Maggie restait à l'intérieur avec les enfants. Le silence était oppressant, seulement rompu par le cri occasionnel d'un corbeau. Vers midi, Maggie lui apporta du café et des biscuits froids. « Tu dois manger, dit-elle. Je n'ai pas faim, je m'en fiche. » Elle lui mit de la tasse dans les mains. « Tu ne nous seras d'aucune utilité si tu meurs d'épuisement. » Il faillit sourire. On dirait ma femme. Elle avait peut-être raison. Ils restèrent debout ensemble à regarder l'horizon vide. « Les 2 qui ne sont pas venus, dit Maggie doucement. Que font-ils, à ton avis? » Ils attendent, ils observent. Caleb but une gorgée de café. Ils ont probablement déjà prévenu Crane. Les renforts pourraient arriver à tout moment. Alors on devrait partir, mais pour aller où? Il secoua la tête. Ils surveilleront les routes. Dès qu'on bougera, ils le sauront. Mieux vaut rester ici, où nous connaissons le terrain. Maggie resta silencieuse un instant, puis elle dit « Je ne t'ai jamais remercié comme il se doit. » Pourquoi? Pour m'avoir cru au sujet de Thomas, au sujet de Crane. Sa voix se fit plus grave. Tous les autres, le shérif, les voisins, même le frère de Thomas, tous ont dit que j'étais hystérique, en deuil, que j'inventais des histoires pour expliquer pourquoi mon mari était parti. Les gens croient ce qui les arrange. Mais pas toi. Caleb la regarda. J'ai vu assez de mal dans ce monde pour savoir à quoi il ressemble. Crane est un vrai monstre. Quel homme tuerait un homme malade dans son lit et menacerait de prendre ses enfants? Il serra les mâchoires. Ce n'est pas seulement un crime, c'est de la pure méchanceté. Les yeux de Maggie brillèrent. Merci. Ne me remerciez pas encore. Nous avons encore une longue nuit devant nous. Elle acquiesça, s'essuya les yeux et retourna dans la cabane. Caleb la regarda s'éloigner. Quelque chose lui serra la poitrine. Quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Il refoula ce sentiment. Il aurait le temps de ressentir des émotions plus tard, s'il y avait un plus tard. Le soleil commença sa lente descente vers l'horizon. Caleb se positionna près de la fenêtre, près, observant les ombres s'allonger sur la neige. À l'intérieur, Maggie racontait une histoire à Emma. Une histoire de princesse et de nuit courageuse.
Les rires de la fillette traversaient les murs fins, des sons normaux, des sons rassurants. Caleb pria pour qu'il les entende à nouveau le lendemain. Will apparut à ses côtés, silencieux comme un fantôme. Je croyais t'avoir dit de rester avec ta sœur. Maman s'occupe d'elle. Le garçon regarda par la fenêtre. Je voulais aider. Tu aides en restant à l'écart. Will tressaillit comme s'il avait reçu une gifle. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Caleb lui jeta un coup d'œil. Mais cela ne signifie pas que tu es inutile. Cela signifie que tu as un autre rôle à jouer. Quel rôle? Être l'homme de ta famille. Caleb se détourna de la fenêtre et fit face au garçon. Ta mère est forte, mais elle ne peut pas y arriver seule. Elle a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un pour l'aider à porter le fardeau. C'est ton travail maintenant. Non, c'est le tien. Caleb posa une main sur son épaule. Je ne serai pas là éternellement. Bon sang, je ne serai peut-être même plus là demain, mais toi, tu as toute la vie devant toi, et ta mère et ta sœur auront besoin de toi chaque jour. Les yeux de Will brillaient. J'ai peur. C'est bien. La peur te rend vigilant. Caleb lui serra l'épaule. Mais ne la laisse pas te rendre stupide. Tu m'entends? Le garçon acquiesça. Maintenant, retourne auprès de ta sœur et souviens-toi de ce que je t'ai dit à propos du ruisseau. Will hésita. Puis, impulsivement, il jeta ses bras autour de la taille de Caleb. Caleb se figea. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait serré dans ses bras. Lentement, maladroitement, il passa ses bras autour du garçon. Merci, murmura Will, pour tout. Vas-y maintenant. La voix de Caleb était rauque, avant que je ne change d'avis et que je te renvoie. Le garçon s'écarta, sourit faiblement et disparut dans la cabane. Caleb se retourna vers la fenêtre. Ses mains tremblaient à nouveau. La nuit tomba comme un souffle retenu enfin libéré. La température baissa. Les étoiles apparurent. Et quelque part là-bas, des hommes venaient les tuer. Caleb fit un dernier tour de la cabane, vérifiant les fenêtres, testant les serrures, s'assurant que tout le monde connaissait sa position. Souviens-toi, dit-il à Maggie, s'ils franchissent la façade, emmène les enfants à la cave. Ne m'attends pas. Caleb, promets-moi. Elle le fixa, la mâchoire serrée. Je te le promets. Bien. Il vérifia son fusil. Maintenant, nous attendons. Les heures s'écoulèrent lentement. Minuit. 1, 2, rien. Les yeux de Caleb brûlaient à force de fixer l'obscurité. Ses muscles lui faisaient mal à force de rester dans la même position depuis des heures. Peut-être qu'ils ne viendraient pas. Peut-être que la mort de Tucker les avait effrayés. Peut-être un bruit, faible, du métal contre du métal. Le doigt de Caleb trouva la gâchette. Un autre bruit plus proche derrière la cabane. Ils encerclaient la maison. Maggie, siffla-t-il, ils sont là. Elle apparut instantanément à ses côtés, pistolet à la main. Combien? Impossible à dire. Au moins 2, peut-être plus. Un fracas retentit à l'arrière de la cabane. Du bois se brise. Ils entrent par la chambre, cria Will. Caleb se retourna, leva son fusil et tira à travers la porte de la chambre. Un homme hurla. Emmène les enfants à la cave, cria-t-il. Maintenant! Maggie attrapa Emma, saisit la main de Will et courut vers la cuisine. Un autre fracas. La porte d'entrée vola en éclats. Un homme apparut dans l'embrasure. Grand, barbu, le pistolet levé. Caleb tira du hanche. L'homme tituba mais ne tomba pas. Il riposta. Une douleur fulgurante traversa le flanc de Caleb. Il trébucha, s'agrippa à la table pour se soutenir et tira à nouveau. Cette fois, l'homme s'effondra. « Caleb! » La voix de Maggie venait de la cuisine. « Vas-y, » cria-t-il. « Ne t'arrête pas. » Il l'entendait ouvrir la porte de la cave. Il entendait Emma pleurer. Il entendait la voix de Will, calme malgré la peur. « Bon garçon, courageux garçon. » La porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Un autre homme, plus jeune, plus rapide. Caleb leva son fusil, mais ses bras étaient faibles. La balle passa loin. L'homme le plaqua au sol. Ils tombèrent tous les deux, les fusils roulant au loin. Les mains de l'homme se posèrent sur la gorge de Caleb. « Tu aurais dû t'occuper de tes affaires, » grogna l'homme. Caleb ne pouvait plus respirer. Sa vision s'assombrissait. Ses doigts tâtonnaient sur le sol. À la recherche de quelque chose, d'une arme. Sa main se referma sur le couteau de chasse. Il le planta vers le haut.
Les yeux de l'homme s'écarquillèrent, sa prise se relâcha. Il s'effondra sur le côté, le sang se répandant sur sa poitrine. Caleb haleta pour reprendre son souffle, roula sur le côté et pressa sa main contre la blessure dans ses côtes. C'était grave. Il pouvait le sentir, mais il respirait encore, il se battait encore. Il se força à se relever, récupéra son fusil et tituba vers la cuisine. La porte de la cave était ouverte. Maggie et les enfants avaient disparu. Tant mieux. Il s'en était sorti. Il ne lui restait plus qu'à survivre assez longtemps pour les revoir. Il parvint jusqu'à la porte arrière avant que ses jambes ne lâchent. Le monde bascula. La neige se précipita vers lui. Il resta allongé là, à regarder les étoiles, sentant son sang s'écouler dans le sol gelé. C'est donc ainsi que tout se termine, pensa-t-il. Seul dans le froid, tout comme Rachel. Il ferma les yeux. Une main toucha son visage. Caleb, Caleb, tu m'entends? La voix de Maggie, proche, désespérée. Il ouvrit les yeux de force. Elle était agenouillée à côté de lui, le visage pâle, les mains couvertes de son sang. Je t'avais dit de courir, murmura-t-il, et je t'avais dit qu'on ferait ça ensemble. Des larmes coulaient sur ses joues. Je ne te quitterai pas. Les enfants sont avec Emma. Ils sont en sécurité dans le tunnel. Elle appuya ses mains contre sa blessure. Tais-toi et laisse-moi t'aider. Il essaya de rire. Cela ressembla à une quinte de tout. Femme têtue, homme têtu. Elle pleurait ouvertement maintenant. Ne meurs pas, Caleb Thornton. Ne meurs pas. Il leva la main et toucha son visage. Sa peau était chaude contre ses doigts gelés. Je n'en avais pas l'intention, dit-il. Puis tout devint noir. Quand il se réveilla, il était à l'intérieur de la cabane. Le feu brûlait. Des bandages enveloppaient ses côtes. Sa bouche avait un goût de cuivre et de regret. Il essaya de s'asseoir. Une douleur lancinante lui transperça le flanc. Doucement. La main de Maggie appuya sur sa poitrine. Tu as perdu beaucoup de sang. Les hommes sont morts. Tous. Sa voix était neutre. J'ai vérifié. Caleb la fixa du regard. Tu m'as aidé à te traîner à l'intérieur. Emma dort dans la cave. Elle déglutit péniblement. J'ai passé 2 heures à te recoudre avec du fil de ma trousse à couture. Tu as de la chance que la balle soit sortie proprement. Il la regarda. Cette femme qui avait marché 3 semaines en plein hiver, qui avait affronté des hommes armés, qui avait recousu ses blessures de ses propres mains. Tu m'as sauvé la vie. Tu as d'abord sauvé la nôtre. Elle a écarté les cheveux de son front. On est quitte. Il n'a pas attrapé sa main et l'a posée sur sa poitrine. Maggie ne fait pas ça. Sa voix s'est brisée. Ne dis rien que tu pourrais regretter. Je ne vais pas le regretter. Il l'a attiré vers lui. J'ai passé 8 ans à me dire que j'étais bien seul, que je n'avais besoin de personne, que c'était plus sûr ainsi. Caleb, j'avais tort. Il l'a regardé dans les yeux. Toi et ses enfants, vous êtes la première chose qui ait eu du sens pour moi depuis la mort de Rachel. Et je ne vais pas laisser passer ça. Pas maintenant. Jamais. Des larmes coulaient sur ses joues. Tu aurais pu mourir ce soir, mais je ne suis pas morte. Il lui serra la main. Nous sommes tous les deux encore là. Ça doit signifier quelque chose. Elle le regarda longuement. Puis elle se pencha et posa ses lèvres sur son front. Oui, murmura-t-elle. Ça signifie tout. Ils restèrent ainsi longtemps. Sa main dans la sienne, sa tête appuyée contre sa poitrine, le feu crépitant dans le silence. Dehors, les morts gisaient sous les étoiles. À l'intérieur, 2 personnes qui avaient tout perdu trouvèrent quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. Mais ça s'en rapprochait. Le lendemain matin, Will apporta des nouvelles. Il s'était glissé dehors à l'aube pour vérifier les corps, compter les armes, s'assurer que personne n'était encore en vie. Quand il revint, son visage était troublé. « Il y a quelque chose que tu devrais voir, dit-il. Caleb ne pouvait pas marcher, alors Maggie y alla. Elle revint 20 minutes plus tard, le visage blanc comme de la cendre. « Qu'y a-t-il? » demanda Caleb. Elle brandit un morceau de papier. « J'ai trouvé ça dans la poche de Tucker. » Il l'a pris, l'a lu. Son sang s'est glacé. « Crane vient en personne, a-t-il dit. Demain. » Maggie acquiesça, avec 20 hommes. Le papier se froissa dans son poing. « Alors nous avons un jour, dit-il. Un jour pour trouver comment vaincre une armée. » Maggie s'assit à côté de lui, sa main cherchant la sienne. « Nous trouverons un moyen. Comment peux-tu en être si sûr? » Elle le regarda, cet homme meurtri et brisé qui avait tout risqué pour des inconnus. « Parce que nous ne sommes plus seuls, dit-elle.
Et cela change tout. Caleb la fixa du regard. Puis il acquiesça lentement. Un jour. Ils avaient un jour pour se préparer au combat de leur vie et ils seraient damnés s'il en gaspillait une seule seconde. Caleb se força à se lever à midi. Chaque respiration était un coup de poignard dans ses côtes. Chaque pas menaçait de le faire tomber. Mais il ne pouvait pas se permettre d'être faible. Pas maintenant. Pas avec l'arrivée de Crane. Maggie le regardait traverser la pièce avec difficulté, le visage crispé par l'inquiétude. Tu vas déchirer tes pointes de suture et tu devras me recoudre à nouveau. Il s'agrippa au cadre de la porte pour se stabiliser. Il nous faut un plan. Le plan, c'est que tu te reposes pendant que je réfléchis. 20 hommes, Maggie. Il se tourna vers elle. 20 hommes armés contre un éleveur blessé, une veuve et 2 enfants. Se reposer ne changera pas la donne. Elle tressaillit. Alors qu'est-ce qui la changera? Caleb resta silencieux pendant un moment. Puis il dit, « Nous avons besoin d'aide. » De qui? Le shérif est à la solde de Crane. Les habitants de la ville sont trop effrayés pour nous aider. Il boitilla jusqu'à la table et s'assit sur une chaise. Il y a un homme qui vit à environ 10 kilomètres au nord, Henry Blackwood. Il était avec moi quand j'étais ranger. Tu lui confierais ma vie. Caleb la regarda dans les yeux. Il a une dette envers moi. J'ai sauvé sa femme et sa fille d'une bande de hors-la-loi il y a 10 ans. Il m'a juré qu'il me rembourserait un jour. L'expression de Maggie changea. Tu penses qu'il viendrait? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Il regarda vers la chambre où Will veillait sur Emma endormie. Je dois envoyer un message. Will est le seul à pouvoir le porter. Non. Le mot sortit brusquement. Absolument pas. Maggie, il a 9 ans. C'est aussi le cavalier le plus rapide que nous ayons. La voix de Caleb était ferme. Je peux à peine me tenir debout. Tu dois rester ici au cas où les éclaireurs de Crane arriveraient tôt. Will est notre seule chance. Ses mains tremblaient. S'il lui arrive quelque chose, rien ne se passera. Caleb tendit la main vers elle et la serra contre lui. Blackwood se trouve tout au nord, en pleine campagne. Will suivra le ruisseau, restera hors de vue, livrera le message et reviendra directement. Il peut le faire. Comment peux-tu en être sûr? Parce que c'est ton fils. Caleb lui serra les mains. Et tu l'as élevé pour qu'il soit fort. Maggie le fixa, les larmes aux yeux. Puis elle s'écarta et se dirigea vers la porte de la chambre. Will, dit-elle doucement, viens ici. Le garçon apparut immédiatement, le visage alerte. Qu'y a-t-il? Maggie s'agenouilla devant lui saisissant les épaules. Nous avons besoin que tu fasses quelque chose de dangereux. Will serra les mâchoires. Dis-moi. Elle lui expliqua la mission, l'itinéraire, le message, les enjeux. Will écouta sans l'interrompre, son jeune visage se durcissant à chaque mot. Lorsqu'elle eut terminé, il demanda « Combien de temps ai-je? Tu dois être de retour avant la tombée de la nuit. » Caleb dit « Cela laisse le temps à Blackwood de rassembler ses hommes et de nous atteindre avant le matin. Et s'il refuse, il ne refusera pas. » Will regarda sa mère. Son visage était pâle, ses yeux brillants de larmes contenues. « Maman, dit-il doucement, je peux le faire. Je sais que tu peux. » Sa voix se brisa. C'est ce qui me fait peur. Il la serra fort dans ses bras, puis recula et redressa les épaules. « Je reviendrai, dit-il, je te le promets. » Caleb lui tendit un morceau de papier plié. « Donne ça à Blackwood. À personne d'autre. Tu comprends? »« Oui, monsieur. Et je le ferai. » Caleb attrapa le bras du garçon. « Si tu vois des cavaliers, cache-toi. N'essaie pas de les semer. N'essaie pas de te battre. Cache-toi jusqu'à ce qu'ils soient passés. Ta maman a besoin de toi vivant. » Will acquiesça solennellement. « Je comprends. » 5 minutes plus tard, il était parti. Maggie resta à la fenêtre à le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la crête. Son corps était raide, ses mains serrées en poing. « Il ira bien, dit Caleb. Tu n'en es pas sûr? »« Non, mais j'y crois. » Il s'approcha d'elle et se plaça à ses côtés. « Ce garçon a plus de courage que la moitié des hommes avec lesquels j'ai chevauché. Il s'en sortira. » Elle ne répondit pas. Elle continua simplement à fixer l'horizon vide. Caleb la laissa tranquille. Certaines peurs ne pouvaient être apaisées par des mots. Il fallait simplement les endurer. L'après-midi s'écoula avec une lenteur agonisante. Caleb nettoya les armes, vérifia les munitions, se posta près de la fenêtre avec une vue dégagée sur l'approche sud.
Maggie occupait Emma avec des jeux et des histoires, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers la porte, attendant, espérant. Vers 15 heures, Emma tira sur la manche de sa mère. Maman, quand Will va-t-il revenir? Bientôt, ma chérie, il a des ennuis? Non. Maggie esquissa un sourire. Il est juste parti faire une course pour Monsieur Caleb. Quel genre de course? Maggie hésita. Caleb prit la parole. Il est en train de jouer les héros, dit-il, comme le chevalier dans les histoires de ta maman. Emma écarquilla les yeux. Vraiment, vraiment, et quand il reviendra, on va tous le remercier d'avoir été si courageux. La fillette sourit. Moi aussi, je veux être une héroïne. Tu l'es déjà. Caleb lui fit un clin d'œil. Tu es la fille la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Emma gloussa et retourna à son jeu. Maggie lui lança un regard reconnaissant. Il hocha légèrement la tête. 16h05, la lumière commençait à baisser. Toujours aucun signe de Will. Maggie commençait à perdre son sang-froid. Elle faisait les 100 pas, vérifiait de la fenêtre toutes les 30 secondes, sursautait au moindre bruit. Quelque chose ne va pas, dit-elle. Il devrait déjà être rentré. Le trajet est plus long qu'il n'y paraît et Blackwood a peut-être posé des questions. Ou il a peut-être été capturé ou tué. Ou Maggie. Caleb lui saisit le bras, la forçant à le regarder. Arrête. Tu imagines le pire alors que tu n'as aucune preuve. Je suis mère. Imaginer le pire, c'est mon travail. Eh bien, arrête ton travail pendant 5 minutes et fais confiance à ton fils. Elle le fixa, la poitrine haletante, puis elle acquiesça lentement. Tu as raison. Je suis désolé. C'est juste que je sais. Il lâcha son bras. Je sais. Décisseur, nuit noire. Caleb alluma la lanterne en gardant la lumière tamisée. Trop de lumière ferait d'eux des cibles si les hommes de Crane arrivaient tôt. Emma s'était endormie dans un coin, enveloppée dans des couvertures. Maggie était assise à côté d'elle, une main caressant les cheveux de sa fille, les yeux fixés sur le vide. Caleb s'apprêtait à parler lorsqu'il l'entendit. Des bruits de hobos se rapprochaient rapidement. Il attrapa son fusil et se dirigea vers la fenêtre. Resté baissé, les bruits de sabots se rapprochaient. Un cheval galopait à toute allure. Caleb leva son fusil et visa le cavalier qui approchait. Le cheval apparut soudainement, petit, rapide, avec un garçon accroché à son dos. « C'est Will !» s'écria Maggie. Elle se précipita dehors avant que Caleb n'ait pu l'arrêter. Will tomba du cheval et se jeta dans les bras de sa mère. Il tremblait. Son visage était couvert de sueur et de saleté. « J'ai réussi, haleta-t-il. J'ai réussi. » Maggie le serra si fort dans ses bras qu'il pouvait à peine respirer. « Dieu merci. Dieu merci. » Caleb boita jusqu'aux poches. « Blackwood, tu l'as trouvé? » Will acquiesça, s'éloignant de sa mère. « Il arrive. Il a dit qu'il amènerait 8 hommes. Ils seront là à l'aube. »« 8 hommes. » Caleb expira lentement. « Ce n'est pas 20, mais c'est un début. Il y a plus. » Will fouilla dans son manteau et en sortit un deuxième morceau de papier. « Monsieur Blackwood m'a dit de vous donner ça. Il a dit que vous comprendriez. » Caleb prit le papier, le déplia et le lut. Son visage pâlit. « Qu'y a-t-il? » demanda Maggie. Blackwood traque Crane depuis des mois. Il s'avère qu'il n'est pas seulement un homme d'affaires rancunier. Caleb leva les yeux. Il est recherché dans 3 territoires pour meurtre, fraude et enlèvement. Il y a un marshal fédéral à Cheyenne qui monte un dossier contre lui. Maggie retint son souffle. Un marshal? Blackwood lui a envoyé un message hier. Si nous pouvons retenir Crane ici assez longtemps, le marshal et ses adjoints arriveront demain après-midi. Demain après-midi. La voix de Maggie s'éleva. Crane arrive à l'aube. Je sais. Caleb plia soigneusement le papier. Nous devons juste survivre jusqu'à ce moment-là. Will regarda tour à tour Caleb et Maggie, le visage déterminé. Que veux-tu que je fasse? Caleb l'observa attentivement. Ce garçon qui avait parcouru 19 kilomètres à travers un territoire hostile, qui avait affronté ses peurs et s'en était sorti. « Tu en as déjà fait assez, dit-il doucement. « Non. » Will secoua la tête. « Je peux faire plus. Je veux aider. » Maggie commença à protester, mais Caleb leva la main. « D'accord, dit-il. Tu veux aider? Voici ce dont j'ai besoin. » Il prit le garçon à part et lui parla à voix basse. Quand il eut terminé, Will avait les yeux écarquillés. « Tu me fais confiance pour ça? »« Je te fais confiance pour tout. » Caleb posa une main sur son épaule. « Tu l'as prouvé aujourd'hui. » Will déglutit péniblement. Puis il acquiesça.
Je ne te décevrai pas. Je sais que tu ne me décevras pas. La nuit s'était avancée. Caleb plaça tout le monde à sa place. Maggie près de la porte de la cave avec un pistolet. Will dans la grange avec le deuxième fusil. Emma dans la cave, enveloppée dans des couvertures, serrant contre elle la poupée de chiffon qu'elle avait emportée du Missouri. Avant de se séparer, Caleb les rassembla une dernière fois dans la cabane. Écoutez-moi, dit-il. Ce qui va se passer demain, personne ne peut prédire comment ça va finir. Crane a plus d'hommes, plus d'armes, plus de haine dans le cœur que n'importe lequel d'entre nous. Emma gémit. Maggie la serra contre elle. Mais voici ce que je sais. La voix de Caleb se stabilisa. J'ai vu le mal gagner des batailles, mais je ne l'ai jamais vu gagner la guerre. Pas quand les gens bien s'unissent, pas quand ils refusent de céder. Il les regarda tour à tour. Will, avec sa farouche détermination. Maggie, avec sa force tranquille. Emma, avec sa confiance innocente. Vous êtes les trois personnes les plus courageuses que j'ai jamais connues. Il dit, quoi qu'il arrive demain, je veux que vous vous en souveniez. Le menton de Will trembla. Et si nous mourons, alors nous mourrons ensemble. La voix de Caleb était rauque. Mais je ne compte pas sur ça, et vous ne devriez pas non plus. Maggie s'avança, les yeux brillants de larmes. Caleb, murmura-t-elle. Il se tourna vers elle. Elle leva les mains, lui prit le visage entre ses mains et l'embrassa. Pas sur le front, ni sur la joue, mais sur les lèvres. Ce fut un baiser bref, désespéré, le genre de baiser qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Lorsqu'elle se recula, sa voix était ferme. « Reviens-moi, dit-elle. Promets-moi que tu reviendras. » Il la regarda dans les yeux, ses yeux d'un brun profond qu'il avait percé à jour dès la première nuit. « Je te le promets, dit-il. » Puis il s'enfonça dans l'obscurité. L'aube fut froide et impitoyable. Caleb se tenait près de la clôture, fusil à la main, observant la crête sud. Sa blessure palpitait à chaque battement de cœur. Ses mains étaient fermes. Derrière lui, le ranch était silencieux, dans l'attente. Aux premières lueurs du jour, il les vit. Une ligne de cavaliers franchissant la crête. 10, 15, 20. Et à leur tête, monté sur un cheval noir, se trouvait un homme que Caleb n'avait jamais vu, mais qu'il reconnut instantanément. Silas Crane, grand, mince, vêtu de noir comme un pasteur lors d'un enterrement. Son visage était étroit, ses yeux froids comme la pierre en hiver. Il s'approcha de la clôture et s'arrêta. « Caleb Thornton, dit-il, sa voix était douce, cultivée, celle d'un homme qui n'avait jamais eu à élever la voix pour se faire obéir. »« Silas Crane. » Caleb ne baissa pas son fusil. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je m'en doute. » Les lèvres de Crane esquissèrent quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Vous m'avez causé beaucoup d'ennuis, M. Thornton. Vous avez tué 6 de mes hommes, hébergé une fugitive, vous vous êtes immiscé dans des affaires qui ne vous concernaient pas. Cette femme et ses enfants ne sont pas votre propriété. » En fait, si. Crane fouilla dans son manteau et en sortit un document plié. Une décision judiciaire signée par un juge du Missouri. Margaret Calloway me doit 3 000 $ de dette impayée. Tant que cette dette n'est pas réglée, elle et ses enfants sont à ma disposition et je peux en disposer comme bon me semble. Ce papier ne vaut pas l'encre avec laquelle il a été imprimé. Peut-être, mais les 20 fusils derrière moi disent le contraire. Le sourire de Crane s'élargit. Soyez raisonnable, M. Thornton. Remettez-moi cet homme et ses marmots. Laissez-moi récupérer ce qui m'est dû, et je vous laisserai partir vivant. Caleb serra le doigt sur la gâchette. Contre-offre. Faites demi-tour avec vos chevaux, retournez dans le trou d'où vous êtes sortis, et je ne vous mettrai pas une balle entre les deux yeux. Crane éclata d'un rire froid et creux. Vous êtes blessé. Une infériorité numérique. Seul. Il secoua la tête. Quelle chance pensez-vous avoir? Caleb sourit. Je ne suis pas seul. Un coup de feu retentit depuis la crête derrière Crane. L'un de ses hommes tomba de son cheval. Crane se retourna. D'autres coups de feu. 2 autres hommes tombèrent. Les cavaliers d'Henry Blackwood dévalèrent la colline. 8 hommes armés, poussant des cris de guerre, déchiraient en l'air du matin. « C'est un piège !» cria quelqu'un. Le chaos éclata. Caleb plongea pour se mettre à l'abri tandis que les balles sifflaient dans les airs. Il tira, rechargea, tira à nouveau. Des hommes hurlèrent, des chevaux se cabrèrent.
À travers la fumée, il vit Crane diriger son cheval vers la cabane où Maggie se cachait. Non. Caleb sortit de sa cachette et se mit à courir malgré la douleur. Crane atteignit le porche en premier. Il enfonça la porte d'un coup de pied et disparut à l'intérieur. Caleb entendit Maggie crier. Il enfonça la porte, le fusil levé. Crane se tenait au milieu de la pièce, un bras autour du cou de Maggie, un pistolet pressé contre sa tempe. « Lâche ça, dit Crane calmement, ou je vais peindre les murs avec sa cervelle. » Caleb se figea. « Lâche-la. Pose d'abord ton fusil. » Les mains de Caleb tremblaient. Sa blessure lui faisait mal. Son instinct lui disait de tirer. Mais un seul faux mouvement et Maggie serait morte. Lentement, il posa son fusil sur le sol. « Donne-lui un coup de pied. » Il lui donna un coup de pied. Crane sourit. « Voilà, c'est mieux. » Il resserra son étreinte autour du cou de Maggie. « Maintenant, où sont les preuves? » « Je ne sais pas de quoi vous parlez. N'insultez pas mon intelligence. » La voix de Crane se durcit. « Thomas Calloway a rassemblé des documents qui pourraient me détruire. Sa veuve les transporte depuis 8 mois. Je les veux maintenant, Jerome Barton. » Les yeux de Maggie rencontrèrent ceux de Caleb. Elle secoua la tête de manière presque imperceptible. « Ne lui dis pas. » Le cœur de Caleb se serra. « Elle ne les a pas, dit-il. Elle les a brûlés il y a plusieurs semaines. » Le visage de Crane se déforma. « Vous mentez. Fouillez son manteau, fouillez ses sacs, fouillez chaque recoin de cette cabane. » Caleb écarta les mains. « Vous ne trouverez rien. » Pendant un long moment, Crane le fixa du regard. Puis il serra Maggie plus fort contre lui. « Très bien, dit-il. Elle ne m'est donc d'aucune utilité. » Il arma le pistolet. « Attendez. » La voix de Caleb se brisa. « Attendez, je vais vous le dire. Laissez-la partir. Dites-moi d'abord. Ils sont dans la grange, cachés dans la remise, dans une pochette en cuir coussue dans une vieille selle. » Crane l'étudia, calculateur. « Si vous mentez, je ne mentirai pas. Laissez-la partir. » Un autre long moment s'écoula, puis Crane poussa Maggie en avant. Elle trébucha dans les bras de Caleb. « Surveillez-les, » dit Crane à l'un de ses hommes qui l'avait suivi à l'intérieur. « Si l'un d'eux bouge, tirez sur les deux. » Il se dirigea vers la grange. Caleb serra Maggie contre lui, l'esprit en ébullition. « Les documents, murmura-t-elle. Ils ne sont pas dans la grange. »« Je sais, alors pourquoi? »« Parce que la grange, dit Caleb doucement, c'est là que Will se cache. » Le visage de Maggie pâlit. « Oh mon Dieu, fais-moi confiance. » Les yeux de Caleb ne quittaient pas le garde. « Fais confiance à ton fils. » Dehors, les bottes de Crane crissaient vers la grange. À l'intérieur, Caleb comptait des secondes. 1, 2, 3. Un coup de feu, puis un autre, puis le silence. Le garde se tourna vers le bruit. Distrait d'un instant, Caleb bougea. Il attrapa le couteau de chasse à sa ceinture et le planta dans le flanc du garde. L'homme haleta, s'effondra et resta immobile. Caleb saisit le fusil tombé au sol et courut vers la grange. Il trouva Crane à terre, serrant son épaule. Du sang coulait d'entre ses doigts. Au-dessus de lui, dans le grenier, se tenait Will. Le visage du garçon était pâle. Ses mains tremblaient autour du fusil, mais sa voix était ferme. « Ne bouge pas, dit-il à Crane, ou la prochaine balle te traversera la tête. » Caleb s'arrêta dans l'embrasure de la porte, haletant. « Will. » Le garçon lui jeta un coup d'œil. Il allait tuer maman. Je ne pouvais pas le laisser faire. « Tu as bien fait. » Caleb s'avança, gardant son fusil braqué sur Crane. « Tu as vraiment bien fait. » Crane leva les yeux vers eux, le visage déformé par la rage et la douleur. « Tu crois que ça change quelque chose? » cracha-t-il. « J'ai des avocats, des juges, des relations que tu ne peux même pas imaginer. Même si je meurs ici, mes hommes mourront là aussi. Tes hommes sont morts ou en fuite. » La voix de Caleb était glaciale. « Et cet après-midi, un marshal fédéral sera ici avec un mandat d'arrêt contre toi. » Le visage de Crane pâlit. « C'est vrai. » Caleb s'accroupit à côté de lui. « Il s'avère que tu n'es pas aussi intouchable que tu le pensais. Meurtre, fraude, enlèvement. Tu vas être pendu, Crane, et je vais regarder. » Pour la première fois, Caleb vit de la peur dans ses yeux froids, une peur réelle et sincère. « S'il te plaît, murmura Crane, je peux te payer. Tout ce que tu veux. »« Laisse-moi partir. » Caleb se leva. « Tu sais ce que je veux. » Il regarda cet homme qui avait assassiné Thomas Calloway, qui avait menacé de lui prendre ses enfants, qui avait passé 8 mois à traquer une veuve dans la nature sauvage. « Je veux que tu saches ce que ça fait, » dit Caleb doucement, « d'être impuissant. » Il lui tourna le dos et s'éloigna.
Attachez-le, dit-il par-dessus son épaule. Assurez-vous qu'il vive assez longtemps pour être jugé. Derrière lui, les cris de rage de Crane résonnaient contre les murs de la grange. Caleb ne se retourna pas. Lorsque Maggie vit Will descendre de la grange, elle courut. Elle traversa la cour en quelques secondes, le prit dans ses bras et le serra comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. « Mon courageux garçon !» sanglota-t-elle. « Mon courageux, courageux garçon !» Will s'accrocha à elle, sa façade dure finissant par se fissurer. « J'avais tellement peur, maman. »« Je sais, mon chéri, je sais. » Caleb les regardait depuis l'entrée de la grange. Sa blessure lui faisait mal, ses jambes tremblaient, mais quelque chose dans sa poitrine lui semblait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Emma arriva en courant depuis la cave, le visage baigné de larmes. Maman le fera. Elle se jeta dans les bras de sa famille, et pendant un instant, ils ne furent rien d'autre que cela, une famille unie, entière et vivante. Caleb commença à s'éloigner. La voix de Maggie l'arrêta. « Où crois-tu aller comme ça? » Il se retourna. Elle le regardait, un bras autour de chacun de ses enfants. « Je voulais vous laisser un moment. Viens ici. » Ce n'était pas une demande. Lentement, il marcha vers eux. Maggie tendit la main, attrapa la sienne et l'attira dans le cercle. Emma enroula ses bras autour de sa jambe. Will se blottit contre lui, et Maggie. Maggie appuya son front contre sa poitrine et murmura « Merci ». Caleb se tenait là, entouré de cette famille qui n'était pas la sienne par le sang, mais qui l'était par choix. Ses yeux brûlaient. « De rien », dit-il d'un ton bourru, mais il resserra ses bras autour d'eux et ne les lâcha pas. Le marshal arriva à 15 heures. Il s'appelait James Whitfield, un homme au visage dur, aux tempes grisonnantes et aux yeux qui avaient trop vu pour être surpris par quoi que ce soit. Il chevauchait à la tête d'une colonne de 12 adjoints, leurs insignes scintillant dans la lumière hivernale. Caleb les accueillit à la clôture, le fusil toujours à la main. « Vous, Thornton ?» demanda Whitfield. « C'est ça. J'ai entendu dire que vous aviez été très occupé. » Le marshal observa la cour, les scars chargés dans les chariots. Les hommes de Blackwood montaient la garde devant la cabane criblée d'impacts de balles. Le message de Blackwood disait « Vous déteniez Silas Crane. Il est dans la grange, ligoté et ensanglanté, mais vivant. Bien, j'ai des mandats d'arrêt contre lui dans 3 territoires. Meurtre, fraude, enlèvement. Whitfield met pied à terre. Je traque ce serpent depuis 2 ans. Alors je suppose que c'est votre jour de chance. » Whitfield esquissa un sourire. « Je suppose que oui. » 2 adjoints allèrent en chercher Crane. Lorsqu'ils le traînèrent dehors, il continuait à proférer des menaces, des promesses de vengeresse et des promesses de vengeance. Son beau manteau noir était trempé de sang. Sa voix cultivée était devenue rauque de désespoir. « Vous ne pouvez pas faire ça, » cria-t-il. « J'ai des relations, j'ai des juges, je vous ferai tous pendre. » Whitfield s'approcha de lui, le regarda le regarda droit dans les yeux et dit « Silas Crane, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Thomas Calloway, entre autres. Vous avez droit à un procès, mais entre nous. » Il se pencha vers lui. « Je ne compterai pas sur un jury compatissant. » Le visage de Crane devint livide. « Calloway, vous ne pouvez pas prouver. En fait, nous le pouvons. » Whitfield brandit la pochette en cuir. « Les preuves de Madame Calloway, les registres, les lettres, les déclarations des témoins, suffisamment pour vous pendre 2 fois. » Maggie s'avança, le visage farouche. « C'est pour mon mari, » dit-elle calmement, « et pour toutes les vies que vous avez détruites. » Crane la fixa avec une haine pure. « Vous pensez que c'est fini? Mes associés le feront. Vos associés sont soit morts, soit en détention. » Whitfield fit signe à ses adjoints. « Emmenez-le. Assurez-vous qu'il vive assez longtemps pour être jugé. » Ils traînèrent Crane vers le chariot qui attendait. Ses cris s'estompèrent au loin. Whitfield se tourna vers Caleb. « Vous avez fait un sacré boulot ici, Thornton. En infériorité numérique, en infériorité d'armes, à peine debout. » Son regard se posa sur le bandage visible sous la chemise de Caleb. La plupart des hommes l'auraient livré pour sauver leur peau. « Je ne suis pas comme la plupart des hommes. Non. » Whitfield tendit la main. « Non, vous ne l'êtes pas. » Caleb la serra. « Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons nettoyer ce désordre, recueillir les dépositions, traiter les prisonniers. » Whitfield jeta un coup d'œil vers la cabane.
Les dettes de Mme Calloway sont annulées. Ces documents prouvent que Crane a falsifié la plupart de ses déclarations. Elle est libre et innocente. Maggie retint son souffle. Vous voulez dire que vous ne devez rien à personne, madame? Whitfield souleva son chapeau. Vous avez traversé l'enfer. Il est temps que vous vous reposiez. Des larmes coulèrent sur son visage, mais elle souriait. Merci, murmura-t-elle. Merci. Lee Marshall hocha la tête et s'éloigna pour superviser ses hommes. Caleb le regarda partir, puis se tourna vers Maggie. Je suppose que c'est fini, dit-il doucement. C'est terminé. Elle le regarda. Cet homme qui avait tout risqué, qui avait failli mourir, qui s'était interposé entre sa famille et la destruction sans rien demander en retour. Vraiment? Demanda-t-elle. Il fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Je veux dire. Elle s'approcha de lui et baissa la voix. Que va-t-il nous arriver maintenant? Le cœur de Caleb se serra. Nous? Tu m'as entendu? Il la regarda longuement, puis il répondit. Ça dépend. De quoi? De ce que tu veux. Maggie ne le quittait pas des yeux. Je veux rester, dit-elle, ici avec toi. Les mots restèrent en suspendus entre eux. Caleb déglutit péniblement. Maggie ne fait pas ça. Elle posa un doigt sur ses lèvres. Ne me donne pas toutes les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Ne me dis pas que tu es trop vieux, trop brisé ou trop ancré dans tes habitudes. Sa voix tremblait. Dis-moi simplement, veux-tu que je reste? Il la regarda. Cette femme qui avait survécu à l'impossible, qui avait protégé ses enfants de toutes ses forces, qui avait trouvé le chemin de sa porte lors de la pire nuit de sa vie. Oui, dit-il, que Dieu me vienne en aide. Oui, elle jeta ses bras autour de son cou et l'embrassa. Pas brièvement cette fois, pas désespérément, longuement, profondément, le genre de baiser qui était à la fois une fin et un commencement. Quand ils se séparèrent enfin, Will et Emma se tenaient à quelques mètres, les yeux écarquillés. « Ça veut dire qu'on peut rester? » demanda Emma. Caleb regarda Maggie. Elle acquiesça. « Oui, ma chérie, dit-il d'une voix rauque. Ça veut dire que vous pouvez rester. » Emma poussa un cri de joie et se jeta à ses pieds. Will resta en retrait, l'air incertain. « Qu'y a-t-il, mon garçon? » demanda Caleb. Le garçon hésita. Puis il dit, « Tu vas être notre pâté maintenant? » La question frappa Caleb comme un coup de poing dans la poitrine. Il s'agenouilla, ignorant la douleur dans ses côtes, et regarda Will dans les yeux. « Je n'essaie pas de remplacer ton père, » dit-il doucement. Thomas Calloway était un homme bon, un homme courageux. Il t'aimait, toi et ta sœur, plus que tout au monde. Le menton de Will trembla. « Je sais, mais si tu me le permets. » La voix de Caleb se brisa. « Je serais honoré de faire partie de ta famille, quelle qu'elle soit. » Will le fixa du regard. Puis, lentement, il tendit la main. « Bienvenue dans la famille, monsieur. » Caleb la serra d'homme à homme. Puis Will lui jeta les bras autour du cou et, pour la deuxième fois de la journée, Caleb se retrouva à serrer dans ses bras un enfant qui n'était pas le sien par le sang, mais qui était le sien par choix. Maggie les regardait, les larmes coulant sur son visage. « Tout va bien se passer, » murmura-t-elle. « Tout va et enfin bien se passer. » Les jours qui suivirent furent remplis de guérison. La blessure de Caleb se referma lentement grâce aux soins attentifs et aux attentions constantes de Maggie. Elle changeait ses bandages 2 fois par jour, le forçait à se reposer lorsqu'il essayait de travailler trop tôt et menaçait de l'attacher au lit s'il n'arrêtait pas d'aggraver sa blessure. « Tu es pire qu'une meule, » lui dit-elle un après-midi en le repoussant sur le matelas. « Têtu et déterminé à te faire du mal. J'ai déjà été blessé par balle, je connais mes limites. Tes limites, c'est moi qui les fixe. » Elle borda la couverture autour de lui avec plus de force que nécessaire. « Maintenant, reste tranquille. » Il attrapa sa main alors qu'elle se détournait. « Maggie, dit-il, elle le regarda. « Merci, dit-il, d'être resté, d'avoir cru en moi, de... » Il chercha ses mots. « De tout. » Son expression s'adoucit. « Tu n'as pas à me remercier, dit-elle. Tu nous as donné un foyer, un avenir. » Elle lui serra la main. « C'est plus que quiconque n'a jamais fait. Ce n'est pas grand-chose comme foyer. Le toit fuit, le plancher craque, la moitié des meubles se tiennent à peine debout. C'est parfait. » Elle se pencha et l'embrassa sur le front, car c'est le nôtre. Will s'est révélé inestimable pendant les semaines de convalescence. Il a pris en charge les tâches de Caleb sans se plaindre.
nourrissant les animaux, coupant du bois, réparant les clôtures. Ses petites mains étaient couvertes d'ampoules et de sang, mais il n'a jamais arrêté. Un soir, Caleb l'a trouvé dans la grange, luttant pour soulever une botte de foin 2 fois plus grande que lui. Tiens, Caleb a attrapé l'autre bout. Laisse-moi t'aider. Tu es censé te reposer. Je suis assez reposé. Ensemble, ils ont hissé la botte à sa place. Tu travailles trop dur, mon garçon. Quelqu'un doit bien le faire. Will essuya la sueur de son front. Maman est occupée avec toi et Emma. Les animaux ont toujours besoin d'être nourris. Caleb l'observa. Ce garçon de 9 ans qui avait traversé le territoire ennemi, tiré sur un homme pour sauver sa mère, et qui travaillait désormais comme un adulte sans se plaindre. Ton père serait fier de toi, dit-il doucement. Will se figea. Tu crois? Je le sais. Caleb posa une main sur son épaule. Il a élevé un bon fils, fort, courageux, loyal. Il marqua une pause. Je suis fier de toi aussi. Les yeux de Will brillèrent. Vraiment, vraiment. Le garçon détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Merci, murmura-t-il. Ça compte beaucoup pour moi. Allez, viens. Caleb lui serra l'épaule. Finissons-en ici. Ta mère prépare un ragoût et je ne sais pas pour toi, mais moi, je meurs de faim. Will sourit. On fait la course jusqu'à la maison. C'est parti. Ils coururent. Emma s'adapta plus rapidement que tous les autres. En moins d'une semaine, elle s'était approprié un coin de la cabane qu'elle décora avec des fleurs sauvages trouvées près du ruisseau et des dessins réalisés au fusain sur des bouts de papier. Ses cauchemars s'estompèrent. Elle retrouva le sourire et développa un attachement indéfectible à Caleb. Monsieur Caleb, dit-elle un matin en tirant sur sa manche, vous m'apprendrez à monter à cheval quand vous serez grand. Je suis grand maintenant. Tu as 5 ans. 5 ans, c'est grand. Elle croisa les bras. C'est maman qui le dit. Caleb regarda Maggie pour lui demander de l'aide. Elle se contenta de sourire et de hausser les épaules. Très bien, il soupira. Mais on va commencer doucement. Et si ta maman dit d'arrêter, on arrête. Emma poussa un cri de joie et jeta ses bras autour de ses jambes. Merci, merci, merci. Oui, oui. Mais il souriait. Va chercher ton manteau. Il la souleva pour l'installer sur le cheval le plus doux du corral, une vieille jument nommée Bess, qui ne sursautait même pas si un canon explosait à côté d'elle. Emma agrippa l'homme des 2 mains, le visage rayonnant de joie. « Je le fais !» cria-t-elle. « Maman, regarde !» Je monte à cheval. Maggie observait depuis la clôture, les yeux brillants de larmes. « Tu es incroyable, ma chérie. » Caleb conduisit le cheval autour du corral, une main sur la bride, l'autre stabilisant le dos d'Emma. Elle gloussait à chaque pas du cheval. « Plus vite !» exigea-t-elle. « Pas aujourd'hui, ma petite, s'il te plaît. »« Non, s'il te plaît. » Caleb soupira. « Tu vas causer des problèmes quand tu seras grande, tu le sais. Maman dit que problème est mon 2e prénom. Ta maman a raison. Au printemps, le ranch avait changé du tout au tout. Caleb ne se souvenait pas de la dernière fois où cet endroit avait été aussi vivant. Les clôtures avaient été réparées. La grange avait été réparée, la cabane nettoyée jusqu'à briller. Maggie avait planté un jardin près de la maison et Will s'occupait du bétail avec un sérieux qui démentait son âge. Mais au-delà des changements physiques, il y avait désormais une chaleur qui avait disparu depuis 8 ans. Des rires pendant les repas, des disputes au sujet des tâches ménagères, les questions incessantes d'Emma et la détermination tranquille de Will. La voix de Maggie qui chantait doucement pendant qu'elle travaillait. Chez soi, pensa Caleb. C'est ça, le sentiment d'être chez soi. Un soir, fin avril, il trouva Maggie debout près de la clôture, regardant le coucher de soleil. Il s'approcha derrière elle, passa ses bras autour de sa taille et posa son menton sur son épaule. « Penny, à quoi penses-tu? » Elle se pencha en arrière contre lui. « Je pensais à Thomas. » Caleb se raidit. « À quoi penses-tu à son sujet? À ce qu'il ressentirait en nous voyant maintenant. » « En voyant des enfants en sécurité et heureux, fit-elle après une pause. En me voyant avec un autre homme. Et elle se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Je pense qu'il serait content, dit-elle doucement. Je pense qu'il serait reconnaissant que quelqu'un ait été là pour prendre soin de nous quand il ne pouvait pas se le faire. » Ses yeux rencontrèrent dans les siens. « Je pense qu'il t'aimerait. » La gorge de Caleb se serra. « Je l'espère. Je le sais. » Elle leva la main et lui caressa le visage. « Tu es un homme bon, Caleb Thornton. »
le meilleur que j'ai jamais connu. Cela ne veut pas dire grand-chose. Cela veut tout dire. Elle l'embrassa lentement et tendrement. Lorsqu'ils se séparèrent, elle dit « Je t'aime ». Ces mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. « Maggie, tu n'as pas besoin de me répondre. Je voulais juste que tu le saches. » Elle sourit, mais ses yeux étaient anxieux. Je l'ai gardé en moi pendant des semaines et je n'ai pas pu. Je t'aime aussi. Elle s'est arrêtée. Quoi? J'ai dit je t'aime. Il a pris son visage entre ses mains. Je t'aime depuis la nuit où je t'ai trouvé dans la neige. Je ne savais juste pas comment l'appeler. Des larmes ont coulé sur ses joues. Caleb, épouse-moi. Elle s'est figée. Quoi? M'épouser? Sa voix était rauque, pressante. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques mois, mais j'ai passé 8 ans seul et je ne veux plus passer un seul jour sans toi. Alors, épouse-moi, s'il te plaît. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis, elle jeta ses bras autour de son cou. Oui, elle respira. Oui, oui, 1000 fois oui, oui. Il la souleva et la fit tournoyer. Depuis le porche, ils entendirent Emma pousser un cri. Maman dit « Oui, Will ». Maman dit « Oui ». Will apparut dans l'embrasure de la porte, le visage illuminé d'un rare sourire. « Ça veut dire que Caleb va vraiment devenir notre beau-père? » Caleb posa Maggie par terre et regarda le garçon. « Si tu veux bien de moi, » dit Will en s'avançant, l'air solennel. « Je t'accepte, » dit-il, puis plus doucement. La vision de Farrell se brouilla. « Viens ici. » Ils se rejoignirent dans un enchevêtrement de bras et de larmes. Maggie et Will et Emma et Caleb. Une famille forgée non pas par le sang, mais par le choix, par les épreuves, par l'amour qui avait grandi pendant les hivers les plus sombres. Quand ils se séparèrent enfin, Emma tira sur la manche de Caleb. « Ça veut dire que j'aurai une nouvelle robe pour le mariage? » Caleb rit, un vrai rire, le premier depuis des années. « Oui, ma chérie, tu auras une nouvelle robe, rose, de la couleur que tu veux. » Emma rayonna. « Je t'aime, P. » Ce mot le frappa comme un d'un coup. Puis, il s'agenouilla et la serra dans ses bras. « Je t'aime aussi, ma petite, » murmura-t-il, « plus que tu ne le sauras jamais. » Le mariage fut intime. Henry Blackwood fut le témoin. Un pasteur vint de Miller's Crossing pour célébrer la cérémonie. Quelques voisins vinrent, des éleveurs qui avaient entendu l'histoire et voulaient rendre hommage à l'homme qui avait tenu tête à Silas Crane. Maggie portait une robe que Caleb avait achetée en ville, une simple robe en coton blanc avec de la dentelle au col. Ses cheveux étaient lâchés et tombaient en boucle sur ses épaules. Elle n'avait jamais été aussi belle. Will se tenait debout à côté de sa mère, s'efforçant de paraître comme un homme plutôt que comme un garçon. Emma jetait des pétales de fleurs partout, y compris sur le visage du pasteur. Lorsque le moment fut venu, Caleb prit les mains de Maggie dans les siennes. « Moi, Caleb Thornton, je te prends, Margaret Calloway, pour épouse. » Sa voix était ferme, mais ses yeux brillaient. « Je promets de t'aimer, de t'honorer et de te protéger dans la maladie et dans la santé, dans l'abondance et dans le besoin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » La voix de Maggie tremblait lorsqu'elle prononça ces vœux. « Moi, Margaret Calloway, je te prends, Caleb Thornton, pour époux. Je promets de t'aimer, de t'honorer et de rester à tes côtés à travers toutes les tempêtes, toutes les épreuves, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Le pasteur sourit. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. » Il fit un signe de tête à Caleb. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Caleb attira Maggie vers lui et l'embrassa. La petite foule applaudit. Emma poussa un cri. Will essaya de prendre un air solennel, mais échoua complètement. Lorsqu'ils se séparèrent, Maggie riait à travers ses larmes. « Nous avons réussi, » murmura-t-elle. « Nous avons réussi. Je n'arrive pas à y croire. » Caleb appuya son front contre le sien. « Crois-y, dit-il, parce que ce n'est que le début. » Ce soir-là, après le départ des invités, et une fois les enfants endormis, Caleb et Maggie s'assirent sous le porche. Les étoiles brillaient, l'air était frais. Au loin, on entendait le cri d'un hibou. « Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller, » dit Maggie doucement, « que tout cela n'est qu'un rêve et que je me retrouverai à nouveau sur cette route, marchant dans la neige, sans savoir si nous survivrons un jour de plus. Ce n'est pas un rêve. » Caleb lui prit la main. « C'est réel. Nous sommes réels. » Elle appuya sa tête contre son épaule.
J'avais tellement peur quand je t'ai trouvé, dit-elle. Peur que tu nous repousses. Peur que tu sois comme tous les autres. J'ai failli l'être. Il resta silencieux pendant un moment. Quand je t'ai vu dans la neige, ma première pensée a été de faire semblant de n'avoir rien vu, de m'en aller, de retourner dans ma maison vide et ma vie vide. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Emma? Il sourit faiblement. Elle m'a regardé avec ses grands yeux et quelque chose en moi s'est brisé. Tous les murs que j'avais construits, toutes les raisons que je m'étais données pour rester seule, elles se sont effondrées. Maggie lui serra la main. Elle a cet effet sur les gens. Toi aussi. Elle le regarda. Caleb, je le pense vraiment. Il se tourna vers elle. Tu es entré dans ma vie et tu as tout changé. Tu m'as donné une raison de me lever le matin. Tu m'as donné quelque chose qui valait la peine de se battre. Sa voix se fit rauque. Tu m'as sauvé, Maggie, tout autant que je t'ai sauvé. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je n'ai rien fait de spécial. Tu as tout fait. Il essuya ses larmes avec son pouce. Tu m'as rappelé que la vie valait la peine d'être vécue, que l'amour était possible, même après tout ce que j'avais perdu. Il cessa de chercher ses mots. Il restait encore quelque chose à trouver. Elle l'embrassa, doucement, tendrement, pleinement. Quand ils se séparèrent, elle dit « Je t'aime, Caleb Thornton. »« Je t'aime aussi, Madame Thornton. » Elle rit. « Madame Thornton, j'aime bien ça. Tu ferais mieux de t'y habituer. C'est ce que je compte faire. » Ils s'assirent ensemble dans l'obscurité, les mains entrelacées, regardant les étoiles tourner lentement au-dessus de leur tête. Derrière eux, la cabane rayonnait de chaleur. Leurs enfants dormaient paisiblement à l'intérieur. La terre s'étendait devant eux, sauvage et magnifique, pleine de possibilités. Le chemin n'avait pas été facile. Il avait été pavé de pertes, de peurs et d'espoirs désespérés face à des obstacles insurmontables. Mais ils avaient réussi. Ils s'étaient trouvés. Et au final, cela suffisait. Des années plus tard, lorsque les gens demandaient à Caleb comment il avait fini par avoir une femme et 2 enfants après 8 ans de solitude, il donnait toujours la même réponse. « Je les ai trouvés dans la neige, disait-il, à moitié gelés et morts de peur. Je les ai ramenés à l'intérieur et je ne les ai plus jamais laissés partir. »« C'est aussi simple que ça? » demandait-il. « C'est aussi simple que ça. » Il souriait alors de ce sourire rare que seule sa famille avait l'occasion de voir. Parfois, les meilleures choses de la vie vous trouvent quand vous ne les cherchez pas. Il suffit d'avoir le bon sens de s'y accrocher. Maggie levait les yeux au ciel. « Il donne l'impression que c'est facile, disait-elle. Ce n'était pas facile. C'était la chose la plus difficile que nous ayons jamais faite. Mais cela en valait la peine. Elle regardait Caleb et Will, désormais grands et forts, Emma, brillante, féroce et belle. Cela en valait la peine, disait-elle. Chaque kilomètre, chaque larme, chaque moment de doute, elle prenait la main de Caleb. Je referais tout cela sans hésiter. Et Caleb, qui avait passé 8 ans à croire qu'il ne ressentirait plus jamais rien, lui serrait la main et repensait à cette nuit d'hiver, à cette femme effondrée dans la neige, à ses 2 enfants effrayés et transis de froid, au choix qu'il avait fait d'ouvrir sa porte, d'ouvrir son cœur, de laisser l'amour revenir après tant d'années d'obscurité. Il repenserait à tout cela et il saurait avec une certitude absolue qu'il avait pris la bonne décision. Car en fin de compte, la famille n'était pas une question de sang. C'était une question de choix. C'était une question de se lever alors qu'il aurait été plus facile de se détourner. C'était une question de dire « Venez tous ici » et de le penser de tout son être. Caleb Thornton avait été seul pendant 8 ans, mais il ne serait plus jamais seul. Et cela, plus que toute autre chose, était le plus vrai des happy ends. Pas un conte de fées, pas un fantasme.